Les Turboman, où ils sont? Il y en a aucun! Non, il doit sûrement rester quelque part. J'en vois aucun! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Est-ce que vous êtes tout excités par Noël ? Ah ouais. Ouais, on est un peu excités là-bas, on attend les cadeaux. Excellent. Pas mal. Alors aujourd'hui, pour cet épisode spécial Christmas, on reçoit Axel Malivernet. Comment vas-tu ? Ça va, je suis moi aussi excité par Noël. Ouais, t'es tout excité ? Ouais. Ça se ressent. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je travaille avec Jérôme Niel depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai également été directeur d'écriture du studio Bagel. Et ensuite, j'ai fait la série Groom. Il y a eu 2 saisons qui sont disponibles sur YouTube. Cool. Alors, au moment où sort ce podcast, nous sommes le 24 décembre. Ce soir, c'est le réveillon. Du coup, et de toute évidence, il était inévitable de se pencher sur un film de Noël pour ce dernier épisode de l'année. Et parmi tous les films qui existent et qui traitent de près ou de loin ce sujet, on a décidé de se pencher sur La course aux jouets. Film sorti en 1996 et réalisé par Brian Levant, réalisateur finalement assez méconnu du grand public et qui pourtant a mis en scène bon nombre de films réconfortants et connus de tous comme Beethoven, La famille Pierre à feu ou encore Scooby-Doo. La course aux jouets raconte l'histoire d'un père de famille souvent absent qui fait la promesse à son fils qu'il aura pour Noël le jouet star du moment, le Turboman. Mais rapidement, il réalise que ce jouet est en rupture de stock et qu'il va devoir livrer une véritable guerre pour mettre la main sur un exemplaire. Ce film est porté par Rita Wilson, les humoristes Sinbad et Phil Hartman et surtout Arnold Schwarzenegger qui, sans le savoir, jouait là son tout dernier rôle comique, lui qui était rompu à l'exercice avec des films comme Jumeaux, Un flic à la maternelle ou encore Junior. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Axel. J'ai pas de premier souvenir. J'ai juste un souvenir global, je pense, puisque je l'ai vu plusieurs fois et je sais pas quand est-ce que je l'ai vu. Je pense pas l'avoir vu au cinéma. Mais dans mon esprit, il était trop bien dès le départ, quoi, ce film. Enfin, j'adore le revoir pour revoir les mêmes moments et tout, mais ouais, j'adore. Alors, tout à l'heure en off, tu me disais que tu l'avais revu pour l'occasion, ouais, pour le podcast. Je l'ai revu hier. Et tu m'as dit que ça t'avait fait quelque chose. Alors, je t'ai dit, attends, me raconte pas, raconte-le dans le podcast. Mais apparemment, de le revoir, ça t'a fait quelque chose. Ça m'a fait bizarre parce que c'est un peu une époque. Les films que tu citais, là, les 4 comédies dans lesquelles il a joué à cette époque-là, c'est vraiment à chaque fois le même concept, un poisson hors de l'eau, c'est-à-dire un mec normal à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait aussi ça avec Jim Carrey à l'époque, qui a fait des Yes Man, Bruce Tout-Puissant, Menteur, des trucs où... et il n'y a plus vraiment de films comme ça, quoi. Et c'est un peu... j'aimais bien. C'est des films très ultra... structurés tous de la même manière, etc. La petite morale, etc. Mais il y a un truc qui me plaît quand même dans ces structures de films, quoi. Et il y a un peu un truc en plus c'était vraiment très bon sentiment, etc. Un truc très souriant et tout. Et c'est un peu aussi quand même j'ai l'impression que c'est pour les enfants, mais aussi tu peux t'y retrouver quand même en tant qu'adulte et je trouve plus vraiment d'équivalent. Exactement, c'est ce qu'on se disait en off. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a soit des films qui sont assez durs dans le traitement du sujet, ou alors des films pour les tout petits. Donc soit des films pour les tout petits, soit des films pour les grands. Mais il y avait ce truc à l'époque où il y avait des films juste joyeux. Et j'imagine qu'il y en a encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque. C'est vrai. Ouais, maintenant il y a des trucs genre Le Stagiaire, genre de truc, tu vois. Ouais. Genre avec Denis Brognard, c'est des films joyeux, mais... C'est pas très joyeux, au début il est un peu dépressif. Hein. Ouais, mais... Ok, sinon il y a les tuches. Bon, il y a les tuches, voilà, c'est joyeux les tuches, ça vous va ? Ouais, c'est ça, c'est des comédies. Guillaume, ton premier souvenir de La course aux jouets ? C'est un peu pareil, j'ai pas de premier souvenir, j'y ai réfléchi, mais j'arrive pas à trouver. Je crois que je l'ai pas vu. Genre, je l'ai pas vu au cinéma, c'est sûr. Je l'ai pas vu à la période de sa sortie. Je l'ai vu plus tard en découvrant les films de Schwarzy que j'avais pas vu justement. Et le souvenir que j'ai, c'est déjà t'es content de voir Schwarzy à chaque fois. Oui, c'est toujours pareil. Schwarzy dans une comédie, t'es content aussi. Mais là, je l'ai pas regardé en entier. J'ai revu des scènes parce que je l'avais revu il y a vraiment pas longtemps. Mais je me suis rendu compte en revoyant les scènes, juste en me concentrant sur la mise en scène, à quel point c'était du dessin animé, c'est du cartoon de fou en fait. Ouais, c'est clair. Genre vraiment, tu sais, à un moment il y a un policier qui a une bombe dans les mains et qui explose. Oui, il le est tout policier noir. il est tout noir et il tombe en avant avec les cheveux avec la fumée ébouriffés. et tout. Ou Schwarzy qui se fait courser par un renne et ça fait limite tu vois des bruits comme ça et tout. Puis quand la boutique s'ouvre et qu'ils se marchent tous dessus, etc. Ouais, voilà, tu vois. Il y a vraiment ce truc hyper cartoon et c'est... J'aime bien ce film, j'aime bien. C'est pas pour moi, c'est vraiment pas un film incontournable, mais je trouve ça bien. Aurélien. Mais un peu pareil, j'étais quand même très vieux quand c'est sorti au cinéma, donc je pense pas que je suis allé le voir.
à cette époque. Mais moi, je me rappelle de quand ça passait sur une chaîne du câble, CanalSat ou un truc comme ça. RTL 9 probablement. Non, avant, tu sais, quand c'était CanalSat, avant que ça soit les chaînes de la TNT. Et je sais pas, je tombais dessus un peu par hasard et c'était le moment où ils commençaient à mettre les trucs un peu films de Noël. Et je suis tombé dessus et je me suis dit que justement, il y avait un truc qui me rappelait Maman, j'ai raté l'avion, là où on commençait à avoir des milliers de téléfilms de Noël qui parlaient toujours des mêmes trucs avec la mère Noël, le Père Noël qui se perdait et tout ça. Je trouvais qu'on revenait à l'esprit du début des années 90 que j'avais perdu. Donc j'avais bien aimé. Après, j'étais un peu perdu avec Schwarzy. Et moi, mon truc vraiment préféré, c'est le renne. J'avoue, le renne, je l'attendais pas. J'aime bien, tu sais, c'est comme le gorille dans La Chèvre. Quand t'as un truc comme ça qui arrive de nulle part et ça change encore le film pour le rendre encore plus absurde et grotesque, je trouve que c'est le moment où ça devient top, tu vois. Là, qu'est-ce qu'il fout là, ce renne? Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de souvenir pareil d'une première fois avec la course aux jouets. Par contre, comme disait Axel tout à l'heure, je le classe vraiment dans la catégorie des films réconfortants. Ouais, à fond. Donc, tu vois, des films comme justement Menteur, Un flic à la maternelle, etc. Il y a un truc où il y a énormément de bienveillance partout, que ce soit dans la musique. Souvent, c'est Randy Edelman qui fait les musiques de ces films-là. Dans la musique, dans le jeu, dans l'histoire, etc. Il y a toujours un truc très réconfortant et c'est ce que j'appelle un peu des films refuges que tu regardes et à chaque fois, ça te sort un peu de du quotidien, ouais. Du quotidien. Et pendant 1h30, t'es juste bien vécu, tu vois. Et la course aux jouets, ça en fait partie. La course aux jouets, justement, il se situe où dans votre top de films de Noël préférés, Axel? Il peut pas se situer au-dessus de Die Hard, ça c'est sûr. Qui est pourtant un film de Noël, parce qu'il y a toujours cette polémique autour de Die Hard. Ouais. Mais en fait, je n'avais jamais trop fait gaffe au fait que c'était un film de Noël, parce que c'est une prise d'otage, parce que c'est à Los Angeles en plein soleil, etc. Mais c'est considéré comme un film de Noël, donc c'est un film de Noël. Et je rappelle que la musique de fin dans Die Hard, c'est une musique de Noël à fond. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit étiqueté comme une grande catégorie de cinéma, les films de Noël, mais il y en a quand même des bons dedans, et ça me donne surtout moi envie d'en faire un. J'aimerais bien en fait en faire un jour, justement pas sur l'aspect Père Noël, bon sentiment, etc. Mais cette période, je trouve qu'elle est propice à plein de trucs. C'est une envie qu'a réalisé Alain Chabat lorsqu'il a sorti son film Santa et compagnie, je crois. Exact. Ah ouais. Et j'avais lu une interview où il disait j'ai toujours aimé les films de Noël américains dans la grande tradition, etc. Et moi aussi, je voulais faire mon film de Noël. Mais lui, il joue le Père Noël dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. comme Kurt Russell. Pareil. Et comme Tim Allen dans Super Noël. Il y a des films comme ça que tu te remates à Noël en général, par tradition ou Tout à l'heure en off, tu me disais que t'attendais parfois 2 ou 3 ans pour te refaire des films pour pas te lasser et tout. Là, celui-ci, je l'avais vu il y a pas assez longtemps. Je sais pas comment faire cette phrase, mais je me souvenais de trop de trucs, quoi, et j'avais pas le même plaisir que si j'avais vraiment attendu 4-5 ans pour le remater. Donc lui, celui-ci, là, la prochaine fois, ce sera pas avant 5 ans, c'est sûr. Okay. Voilà. Aurélien, où je le place? Tu le places où, toi, la course au jeu dans les films? Quand même dans les 5 premiers. En fait, c'est un de ceux qui me revient la première fois. En fait, il est bizarre ce film, parce qu'on sait jamais si c'était un... Dans ma tête, je le vois un peu comme une sorte de téléfilm, tu sais, comme High School Musical et tout, des trucs un peu honteux, mais que j'aime bien, je trouve ça drôle. Je sais pas, la façon dont c'est réalisé, c'est très... Même les effets spéciaux et tout. Très mal noté partout, ce film. Mais je comprends pas, parce que... Il a un T sur Télérama. J'étais impressionné. Je fais, quelle est cette époque où les films pour enfants, mais avec des adultes et tout, est considéré comme OK par Télérama? Est-ce que c'est un T qui a été rétrospectivement mis ou non? Ouais. Mais tu sais que c'est un très bon sujet que tu lances là, parce que... le jour où on enregistre ce podcast, un Tabs Omar Sy est sorti. Et pour les biens de ce Tabs, j'ai vu un de ses films récents qui est L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Et j'ai passé un bon moment. C'est pas un grand film. Ouais. Mais en le regardant, je me suis dit, c'est très difficile de critiquer ce genre de film parce que quand on le voit, on se dit que c'est un film pour enfants. Vraiment, c'est vraiment le postulat de base. C'est ça que ça s'adresse aux enfants, ce film. Et moi, je me suis mis à la place d'un enfant, j'aurais aimé ce film, je pense. Si j'avais 9-10 ans, je regarde le film, je sors du cinéma, je suis content, quoi. Donc comment tu peux critiquer ce genre de film? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, ce film, il est nul, etc. » Mais non, en fait, il est destiné aux enfants. C'est le fait de tout mettre dans le même panier, quoi. Ouais, tu peux pas dire... tu peux pas regarder avec le même œil La Liste de Schindler et Beethoven. Bah ça non, n'a pas de sens, quoi. Sauf qu'il y a des critiques qui font... Pourquoi pas? Sauf qu'il y a des critiques qui vont faire « Ouais, L'Appel de forêt, c'est quoi ce film de merde ?» Mais non, mais c'est pour les enfants, en fait. Ça remplit le job à fond, ce film. Après, la course au jeu, ce qui est marrant, c'est que tu peux aussi... t'identifier à Schwarzy, tu vois, le père qui galère à trouver des cadeaux au dernier moment et tout, et ça devient... Il pense qu'il va réussir à tout mettre dans son emploi du temps, et au final, ça foire totalement, et finalement, ça peut plaire presque plus aux adultes qu'aux enfants, tu vois, parce qu'il y a le côté enfant, genre, ça devient cartoonesque, mais en même temps, c'est les situations de la vie d'un adulte, presque, tu vois. Mais surtout, ça se finit quand même un peu en film de super-héros à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un peu... Mais c'est ça, moi, je trouve vraiment bien dans ce film, c'est...
Pour moi, il y a deux parties. Il y a vraiment cette fin où d'un seul coup, finalement, le père. On peut pas vraiment l'envisager, ça, tu vois, de se dire finalement à la fin, il va devenir le Turboman et c'est lui qui va s'envoler. C'est vrai qu'on reste Il va assez s'envoler avec son fils. surpris finalement au niveau du scénario. Ouais, On n'est c'est pas ça. vraiment sur un rail, je trouve. Ouais, voilà. Et ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Tu le places où, toi, Guillaume, la course aux jouets dans tes films de La Noël? course aux jouets, c'est pas un de mes films préférés, vraiment. Après, je le revois avec plaisir, mais c'est vrai que ça doit pas être vraiment dans mon top. Film de Noël, après, c'est pas non plus une catégorie qui me fascine. Je trouve qu'en fait, le truc. Et là, ça a commencé même grave plus tôt avec le confinement. Là, ça a commencé mi-novembre. Et moi, déjà, je suis grave pas d'accord avec les films de Noël en novembre, déjà. Je trouve Mais ça- déjà, mais c'est comme quand t'as les calendriers de l'Avent, ils sont déjà en vente au Franprix et il fait encore beau. C'est trop bizarre, tu vois. Non, mais tu sais, t'as ce truc où les téléfilms de Noël, là, franchement, c'est pas possible. Ça, je regarde pas, ça, les Non, mais téléfilms. en fait, Je trouve à ça cheap. un moment, dès que tu commences à être la période des fêtes, toutes les chaînes, c'est un papa pour Noël, on a sauvé Noël, les jours, on a en vu plus. Noël tous les jours, tu vois. Et il y a un moment, il y a ce truc où film de Noël à la fin, c'est lourd. Mais je le classe dans les films. Je sais pas si vraiment. Enfin, je le classe dans les films de Noël, mais il a un petit truc en plus quand même par rapport aux autres, je trouve. Ouais. Mais après, le meilleur film de Noël, c'est quand même Maman, j'ai raté l'avion, j'imagine. Ouais. Ah, Ouais. Mais moi, je suis Clairement, un il est peu comme au-dessus. Aurélien. Je le place un peu dans mon top 5, ce film. Vraiment, je l'adore. Mhm. Et en fait, à chaque Noël, j'essaie de me faire une sélection de films. Moi, je suis un peu comme Axel, c'est-à-dire que je me laisse beaucoup de temps entre les films. Par exemple, Les Goonies, qui est un de mes films préférés d'enfance, ça fait peut-être 6-7 ans que je l'ai pas vu, parce que j'attends vraiment de laisser un peu passer la Faut que surprise. tu fasses un stream quand Bah, tu vas le regarder. Et du coup, il y a des films comme ça. Par exemple, cette année, La course aux jouets, c'est au programme. Donc chaque année, j'essaie de voir un peu les films que j'ai pas vus depuis 2-3 ans. Par contre, il y a un film que je regarde vraiment à chaque Noël. C'est un film que j'ai découvert quand j'habitais à Montréal et qui est très peu connu en France, qui s'appelle Christmas Vacation, qui est un film de la National Lampoon avec Ah ouais. Chevy Chase. Ouais. Et quand j'habitais à Montréal et que je travaillais dans un vidéoclub, tous les mecs là-bas me disaient ce film-là, en fait, c'est un film culte ici. Un peu comme nous, Le Père Noël est une ordure, ou un truc qui repasse tout le temps à la télé, tout le temps. Sauf que nous, on ne le connaît pas ici, et je l'ai vu, et j'ai trouvé ça très drôle, et j'ai réussi à comprendre en le regardant pourquoi c'était un film culte là-bas. Donc c'est un truc que je regarde souvent parce que ça me rappelle aussi ma vie là-bas, à Montréal, etc. Donc il y a un Bah, tu vois, double côté nostalgie. là, ils ont repassé Le Retour vers le futur sur TF1. Et ben, je les ai pas regardés. Ah Pour ouais, la première fois, ouais. Mais moi, je les ai pas regardés pareil. J'ai fini le 2 hier quand je suis arrivé dessus. Moi, Mais je les après, ai pas regardés parce que pour moi, c'est vraiment un rituel sacré, Retour vers le futur. Et Ouais. quand je regarde, je vais être dans les bonnes conditions, le Ouais, regarder de A à Z, ouais. et pas juste le choper avec la pub du milieu sur TF1. C'est ça. J'ai envie que ce soit un bon rituel. Alors, question. Je posais une question, mais je pense que j'ai quand même la réponse. Schwarzenegger, vous le préférez dans les rôles comiques ou dans les action movies? Et si je vous pose la question, c'est parce que à un moment donné, il y a eu une sorte de switch dans la carrière de Schwarzy, au même moment que celle de Sly, de Stallone, où en gros, ils ont essayé de faire un peu des films comiques. Ouais, C'est-à-dire que Schwarzy faisait Jumeaux, Junior, Flic et Maternelle, etc. Stallone a un peu essayé, mais je trouve qu'il a perdu cette bataille avec Ça a foiré. Schwarzenegger. Stallone, il a fait parce qu'il a fait Arrête ou ma mère va tirer, voilà, et Arrête il ou ma mère va fait Oscar. tirer. Oscar, et puis finalement, c'est à peu près tout. Mais Arrête ou ma mère va tirer, je passe un bon moment Pas aussi. si mal. Ouais, mais moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime Ouais. bien aussi. Oscar, par Axel. contre, Mais Schwarzy dans des rôles comiques, ça te plaît ou pas? Stallone dans des rôles comiques, j'en ai vu aucun. Donc Ah ouais j'avais même pas conscience de ça. Mais est-ce que ça correspondait pas aussi à une époque où les actionneurs se terminaient justement Enfin, je sais plus en quelle année c'est. Ouais, genre fin 80, Action Hero. Ouais, de 80. Quoique Jumeaux, c'est années 80. je crois que c'est fin 80. Je crois ouais. que c'est C'est à 88 partir ou un de truc c'est comme ça. 88 quand où même. ils sont un peu en galère. Ok. Mais Stallone, on pourrait aussi dire qu'il a fait un rôle comique dans Tango et Cash. Il y a quand même un petit côté comique dans Tango et Ouais. Cash. Ouais. C'est de Rambo l'action, aussi. mais genre, il y a des vannes tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, mais tu Rambo, vois, quand il dit c'est pas ma guerre. Schwarzy Franchement, dans la course aux jouets, il y a vraiment, il y a des bastons, mais c'est pas des bastons. Donc il y a pas vraiment d'action dans la course aux jouets par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Alors Non. que dans le flic et la maternelle, il y en a quand même. Dans Junior, non. Dans Junior, il y en a pas. Ouais, Dans c'est vrai. Jumeaux non plus. Ah si, ouais, mais il y a des petites tapes un peu. vite Ouais, fait, voilà, c'est parfois. ça. Mais- Ça reste le gros costaud et tout. Là, Ouais. c'est plus vraiment le rôle de costaud, c'est plus un rôle de. Bah, quoi qu'il revient Turboman à la fin. Donc Ouais, puis quand même, tu sais, il se bat avec les méchants. Il y a le truc avec Simbad, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, quand si on peut revenir sur un côté cartoon, j'ai revu une scène où il se tape avec tous les Pères Noël. Ouais. Et il y a C'est il y a un génial, ça. énorme géant Père Noël. Et Schwarzy, il y a un nain qui lui monte sur les épaules. Et le géant, au lieu de taper Schwarzy, il tape le nain. Et le nain, il vole pendant 20 mètres. Mais- Genre- Ça, c'est totalement absurde cette Ouais, scène où c'est il, absurde. Mais j'ai il vu voit cette la scène et- mafia des Pères Noël. Là. C'est incroyable. Et je me suis dit, bah, le casting marche pas en fait. Enfin, parce que il est immense, Schwarzenegger. Et il est impressionner ce personnage par quelqu'un de balèze, ça marche pas. Il faut quelqu'un de frêle. Et du coup, je sais pas, il y avait un mix un peu entre tu le fais bien et tout, mais en vrai, il faudrait quelqu'un Ouais, ça quelqu'un voulait d'autre, rien quoi. dire. Déjà, il y a un Père Noël qui sort avec des nunchakus et tout. Ouais, c'est génial. Mais cette scène, elle est folle, je viens de me rappeler là. Waouh. D'ailleurs, la personne de petite taille qui monte sur les épaules de Schwarzy, je crois qu'à l'époque, c'était la personne de petite taille star Oui. du cinéma d'Israël, parce que je crois qu'il joue dans Seinfeld, c'est ça si je dis Bah pas de non, en bêtises. fait, il y en a deux dans la scène. Et Ah, il y a ok, celui de d'accord. Seinfeld, Ok. mais dont on n'a pas le nom, et il y en a un autre qui lui montre qui est pas un héros. Il n'y a Très pas bien. Willow.
Et il y a peut-être Willow. Il n'y a pas Willow, mais figurez-vous que Willow, j'ai appris ça dernièrement, Willow, ça va reprendre. Ouais. Disney a annoncé ça. Oh non. Et il y a Warwick Davis, donc qui joue Willow, qui va reprendre son rôle des années plus tard. Oh. Pourquoi pas? Ouais. Non. Ceci dit, on disait non à Cobra Kai et on est content. Bah, tu vois, c'est comme vrai. quoi. Alors, Guillaume, finalement, la véritable star du film, ex-aequo avec Schwarzy, c'est le Turboman. Ce jouet est devenu très populaire par la suite et continue de se vendre aujourd'hui chez les collectionneurs. Et des jouets qui sont devenus stars grâce à un film, il y en a eu quelques-uns. En effet, je me suis penché sur les jouets qu'on retrouve dans les films, à l'instar du Turboman, jouet star de la course aux jouets créé en 97 par Tiger Electronics, uniquement pour le marché américain, est devenu, comme le film, relativement dur à trouver. Par exemple, combien vous mettriez dans un Turboman si je vous le vends tout de suite là? Franchement, je serais prêt à mettre jusqu'à 70-80. 70-80? Ouais. Tu mettrais Ah combien? ouais 1000 €. C'est des enchères, hein, c'est ça? 1000 €, c'est pas mal. Et il est sous scellé et tout, j'y ai pas touché depuis les années. Hein. Ah, pas mal. Aurélien, tu mets Tu combien? mets combien? Ouais. Toi, t'es pas très objet comme ça. toi. Non, j'avoue. Ouais. Mais 200 balles, je pense que ça se revend après. 200 balles. Bah, il y en a au moins deux d'entre vous qui en auront jamais. Parce que ça se vend entre 400 et 600 € sur eBay, après mes recherches. Mais ils sont fermés, etc. C'est une belle collection. Et donc, nombreux sont les jouets qu'on peut voir à l'écran et dans nos rayons, brisant ainsi une petite brique du fameux 4e mur. On peut parler, par exemple, du fameux Talkboy de Tiger Electronics, encore eux, utilisé par Kevin McAllister dans Home Alone 2, sorti le 16 décembre 1992 et conçu à l'époque à la demande de John Hughes, juste pour le film. Ah ouais Mais je Ti- possède. Ouais. Et Tiger a passé un deal pour pouvoir en vendre une version dans le commerce. Elle a eu un succès très mitigé tout d'abord, parce qu'on n'y trouvait pas la fonction Voice Changer que l'on peut voir dans le film. Du coup, c'était un simple dictaphone pour enfants. Pas ouf. Mais en avril 93, ils sortent la version Deluxe, et avec la fameuse fonction, précédant la sortie du film en VHS en juillet 93. Et c'est là que le carton arrive. Ils avaient même sous-estimé leur stock. Ça deviendra un des jouets les plus vendus du Noël 94, 95 et 93 donc. Et je vais même te dire un truc, c'est le jouet qui a été le plus vendu cette année-là. Ouais, voilà, c'est ça. Le Tugboy, ouais. Ah, le plus vendu Ouais, de le tous. plus vendu de tous, ouais. Et toi, tu l'as. Et je l'ai. Alors On attends. me l'a offert à mon anniversaire. Et ensuite, ils sortiront en 95 une version rose appelée Talk Girl, qui a aucune particularité à part qu'elle est rose et qu'elle s'appelle Talk Girl. Elle fait la même voix aussi. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que Tiger doit être fière chandelle à John Hughes sur ce coup. Ma question étant, est-ce que vous avez possédé ce jouet? Apparemment, oui. La réponse est oui. Et la La réponse réponse est oui, mais ça marche pas comme dans le film. Dans le film, Non. on s'en souvient tous, c'est très fluide, ça fait des voix vraiment différentes, c'est cool et tout. Là, en vrai, à part faire des voix ralenties et dégueulasses, ça fait pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est juste pour un. Et je m'en servais pour écouter des cassettes à la fin, des cassettes audio. Tu vois, donc ça, c'était vraiment Ah, pas mais la là, tu l'as encore. Il est encore en Ouais, je état l'ai de encore. Et en gros, à l'époque où on me l'avait acheté, moi, c'était des cassettes audio. Et du coup, parfois, quand je bossais, je mettais des cassettes audio et j'écoutais parce que j'avais pas de quoi mettre des cassettes audio dans une chaîne. Tu vois. Et donc, si là, tu me le vends, par exemple, tu me le vends combien? C'est une bonne question parce que t'as le prix, j'imagine. J'ai pas le prix. Ah, t'as le prix? Bah, je pense que je le vendrais. Si je devais le mettre sur eBay, je le mettrais à 1000 balles. 100 €. 100 €? Ouais, 100 €. Je pense que 150 je €. pense que ça part vite. Hein. Ah ouais, tu crois? Ouais, ça doit être bien cher maintenant. Ouais, écoute, je me ferai pas 40 du coup. Bon, si on pense évidemment aux jouets dans un film, on pense aussi directement à Big et à l'appart de Tom Hanks rempli de jouets et d'arcades. Ah. Quelle vie! Mais la scène avec le jeu le plus iconique du film reste le Big Piano. On doit cette invention à un ingénieur italien du nom de Remo Saraceni. En 1982, Cotura 12 minutes. admirez mon accent! Dès 1983, il se retrouve dans la presse et à la télévision avec son invention, ce qui met la puce à l'oreille de FAO Schwarz, un fabricant de jouets, qui lui propose directement un contrat et l'installe lui installe un showroom dans son magasin new-yorkais. Magasin dans lequel un beau jour entrent Hans Spielberg et Gary Ross, alors en pleine écriture de Big. Évidemment, ils adorent le Big Piano et décident de le mettre dans le film. C'est ensuite devenu une invention iconique que tout le monde a rêvé de tester. Mais après, je ne connais pas les chiffres de vente parce que je ne sais pas qui peut se permettre d'avoir un piano de 7 mètres au sol dans son salon. Mais on peut encore le trouver en location pour des événements. Autre jouet iconique. Et on peut le tester aussi chez FAO Schwarz qui se trouve à New York. Ah, il y a encore? Ouais, et j'ai eu la chance Eh ben d'en voilà. faire quand j'y suis allé. Donc il est disponible. C'est devenu une sorte d'attraction là-bas dans la boutique de jouets. Mais- Et tu peux y aller et jouer dessus. Alors c'est pas le même. Toi, t'es meilleur pianiste avec les mains ou avec debout? Bah, avec les pieds, je suis pas mal. Avec les pieds? Ah, je viens de comprendre, il jouait du piano debout en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ça vient de là en fait. Ok. C'est ce que je pensais. Allez C'est ce vérifier que je sur pensais. Google, mais je crois que c'est ça. Ok. Autre jouet iconique s'il en est dans un film culte des années 80, j'ai nommé le Speak and Spell, la dictée magique. Mais dans quel film? E.T. Bien joué. Bon. Ah ouais, c'est vrai. Bah, évidemment. E.T. bien sûr, qui va la démonter et s'en servir pour communiquer avec sa famille. Mini ordinateur éducatif produit par Texas Instruments en 1978 et créé par Paul Breedlove. Il est cool ce jouet. Ouais, grave. Elle rencontre tout de suite le succès parce que les parents y voient un bon cadeau pour apprendre l'orthographe à leurs enfants. Et pourtant, il n'y a que 142 mots enregistrés dedans pour 12 heures ouf. d'autonomie. 12 heures d'autonomie, ça va vite. Hein. Attends, et après terminé.
Bah, avec les piles. Avec les piles, Ok. après, ils ont sorti une version avec le chargeur, mais au début, c'était 12 heures, c'est tout. Ok. Non, après, tu peux remettre des piles. Ouais. C'est pas la fin Ok, du non, jouet. mais oui. Tu joues 12 heures et Tu joues- après c'est Tu fini. joues 12 heures, après, il s'autodétruit. Allez, ciao. C'est le premier vrai ordinateur pour enfants qui donnera par la suite une vague de copies de jouets éducatifs qu'on connaît tous, objet culte des années 80. Il deviendra même le nom d'un album de Dépêche Mode et sera samplé par Jean-Michel Jarre, Coldplay ou Limp Bizkit. Oh ouais. Pas mal. On ne le retrouve pas que dans E.T., puisqu'on peut aussi le voir dans Poltergeist 3 et dans La fiancée de Chucky. Ah ouais. Des grands films. Ouais, des grands films. Surtout La fiancée de Chucky, qui est quand même vraiment pas mon préféré. Ça aurait été une transition toute trouvée pour vous parler des Good Guy Dolls, la poupée possédée par le tueur en série Charles Léray dans la franchise Chucky. Marque de poupée malheureusement totalement inventée pour le film, mais inspirée par les vrais jouets My Buddy Doll et Corky, la poupée qui parle. Chucky est en revanche le seul héros de franchise jouet rentré dans la culture populaire sans exister à la base, puisque maintenant, on ne compte plus le nombre de figurines et produits dérivés à son effigie. Et là, je vous vois venir, vous vous dites, mais non, il est con, il a pas parlé de Toy Story. Ah, le bouffon, il a même pas parlé de Toy Story. J'y viens, mais Toy Story est un film d'animation. On peut difficilement parler de film de jouets sans évoquer Toy Story sorti en 1995. Mais si Woody et Buzz l'éclair sont des personnages créés de toutes pièces pour le film et commercialisés plus tard, un des jouets de la chambre d'Andy était déjà culte depuis belle lurette. Monsieur J'ai nommé... Patate. Ouais. Ouais, voilà. Allez. Monsieur Patate. Est-ce que vous aviez un Monsieur Patate? Ouais. Peut-être, je sais pas. Moi j'en avais un. Bravo, tu l'as encore? Non. On n'y Non, joue plus je trop. crois pas. Enfin, passer la trentaine, on n'y J'ai joue plus un- trop. Mais... Ouais, non. Déjà, moi j'en avais un, mais tu sais, genre, il n'y avait pas tous les éléments. C'était un truc qu'on avait récupéré. Je l'avais pas acheté neuf. Ah oui, d'accord. C'était pas ouf. Il y avait pas de Monsieur moustache. Patate, évidemment, inventé par George Lerner en 1949 et commercialisé par Hasbro en 1952 dans le but, je cite, de faire aimer les légumes aux enfants, puisqu'à la base, ils n'avaient pas de corps. Il s'agissait simplement d'objets en plastique à planter dans des légumes Ah, c'était pour ça. pour lui donner vie. Any Monsieur vegetable, admirez mon anglais, any vegetable or any fruit makes a funny face man. C'était ce qui était écrit sur la boîte. J'ai rien Légumes, capté. ça veut dire. Fallait planter le jouet dans la terre. En fait, non. En fait, t'avais un légume et t'avais des bouts de plastique et tu les plantais dans ton légume et ça faisait un bonhomme. Gaspillage alimentaire incroyable. Monsieur Patate, quoi. Tu prends une patate et tu mets des petits pieds. Mais genre, petits t'as trucs en des plastique yeux, et t'as pour des ça, machins, ça etc. fait- Et tu ça les fait un plantes dans le bonhomme. légume. Faites comme si j'avais compris. C'est ça. Et anecdote tabzienne sur Monsieur Patate, puisque figurez-vous que c'est le premier jouet de l'histoire à bénéficier d'une pub télé. Ah, Ah oui. En 1953, Monsieur Patate se marie avec Madame Patate, ce qui donne toute une déclinaison d'accessoires comme leur voiture, leur avion ou leur bateau. Et en 1964, on arrête de gaspiller la nourriture et Monsieur Patate devient tout en plastique avec un corps en forme de patate. Et enfin, la formule encore connue aujourd'hui arrive en 74 puisque les jambes sont reliées à la patate et il double de taille. Et ensuite, il se retrouvera évidemment dans Toy Story en 1995, personnage qui est dans tous les films de Toy Story. Vous l'aurez compris, nombreux jouets existants ont été rendus cultes par des films, mais on aurait aussi pu citer des jouets qui ont directement inspiré des films, comme évidemment les Tortues Ninja en 90, Ouais. jouets adaptés en film, les Maîtres de l'Univers en 87, yes. avec c'est dur à dire, Dolph Lundgren. Dolph. Lundgren, avec la première apparition de Courtney Cox, les Transformers en 2007, c'était quand même une franchise de jouets qui est devenue un film, Ouais. mais aussi tous les films Lego, G.I. Joe, les Trolls et les Popples aussi. Ah J'ai ouais. découvert ça. Ouais, ils ont fait un film sur Netflix avec les Popples, le dessin animé des Bisounours en 85, ou encore Garbage Pail Kids, les Krados, qui étaient à la base des cartes Ouais. autocollantes à collectionner, déclinées en jouets, puis en film en 1987. Énorme flop, 0% sur Rotten Tomatoes. Il a rapporté un film- seulement Un film que tu m'as offert d'ailleurs. en VHS, En VHS. et qui est très bien. Mais il est cool. Il est, Ouais. il est intriguant. Ouais, il est intriguant, voilà, c'est ça. Il a rapporté seulement 1 600 000 $ pour un budget de 1 million. Gros flop, et il a été retiré des cinémas après plusieurs plaintes d'associations de parents. Les Krados, eux-mêmes inspirés d'un autre jouet, les Cabbage Patch Kids, poupées qui rencontreront un énorme succès dans les années 80, provoquant de nombreuses disputes dans les magasins, succès qui inspira le film La course aux jouets. Allez. Tout se regroupe toujours. J'allais le dire, tu m'as niqué Et ben voilà. ma chronique de tout à l'heure. Bien ouais. En parlant de la course aux jouets, on aurait pu aussi citer toutes les adaptations de jouets d'Arnold Schwarzenegger, car elle est probablement la star hollywoodienne qui a le plus de jouets à son effigie, bien avant la mode des figurines NECA et Hot Toys, des jouets purs et durs qu'on achète chez Carrefour. Maman, s'il te plaît. Il a été adapté en jouets pour pas moins de 3 films qui sont Terminator, Last Action Hero et... Attends, en Junior. plus, tu nous l'as dit il y a pas longtemps en plus. Non, Junior. pas Junior. Last Action Hero.
Terminator. Terminator, Last Action Hero. Et il True y en Lies. a un troisième où il y a eu une collection de jouets à son effigie. Predator. Non. Predator. Commando. Commando. Ah ouais, Commando. Sous forme de G.I. Joe, figurez-vous. Ah ouais, mais je savais même Ouais. pas ça. Et voilà. Stylé. Ok, cool. C'était un régal cette chronique. Bah merci. Bravo. Alors, c'est quoi vos souvenirs de jouets sous le sapin? Il y en a qui marquent vraiment plus que d'autres. Axel, est-ce que tu as vraiment des souvenirs de jouets ouf que tu as reçus à Noël? Mon préféré, c'était, je pense que j'avais 8-9 ans, c'était des trucs Ghostbusters où t'avais Ah un ouais. truc, C'était cool. ça. le même truc qu'ils ont pour faire rentrer les fantômes. Quoi. Tu l'avais en vrai, t'avais un petit tube en plastique qui allait jusqu'à ton pied et tu pouvais l'ouvrir en appuyant sur, comme les poubelles maintenant. Mais taille réelle? Ouais, Putain, trop bien. Ouais, et c'était trop bien. Et on avait un peu comme de la pâte à modeler mais gluante et tout. Enfin, j'étais refait. La slime. Le slime, ouais. Il y avait ça. beaucoup de Ah, slime à ouais. l'époque, c'était cool. Il y a un autre jeu comme ça qui t'a marqué quand t'étais petit? La Game Boy, en vrai, quand Ouais. je l'ai eu, c'était pas un jouet, mais c'était une console. Ah, je considère ça comme un jouet, moi. Genre, tout ce qui est console de jeux vidéo, etc. C'est vrai que la Game Boy, c'était la folie. Guillaume, il y a des jeux qui t'ont marqué comme ça? Moi, il y a eu notamment une base G.I. Joe immense. Ah Déjà, ouais. quand t'es petit, quand la boîte elle commence à faire à peu près ta taille, t'es fou déjà. Mais ouais, mais parce que quand t'es petit, quand t'as des petits paquets, t'es déçu, alors que ça peut être cool. Tu Ouais, c'est vrai. Et bah évidemment, les Tortues Ninja, j'étais à fond. Mais les Tortues Ninja, je sais pas si je l'avais déjà raconté, mais mes parents, ils m'ont acheté les Tortues Ninja, mais pas les normales. Genre, tu sais, il y avait des Tortues Ninja spéciales. Les fausses? Ah non, Non, d'accord. mais tu vois ce que Oui, je veux dire la Tortue Ninja Surfer et Ouais, tout. ou genre, il y en a une, elle peut tourner sur sa carapace, du coup, elle a un trou dans la carapace, Ah, tu c'est peux relou, mettre un c'est truc pas dedans. vrai. Et j'étais, bah, c'est pas le vrai Raphaël, tu vois. Il a pas la tête normale, tu vois. Ouais. Il a la tête du rigolo et tout. Donc, Et quand j'étais tu dis ça à tes parents, ils sont là, genre, bon, vas-y, fais pas chier. Ouais, c'est bon, c'est Raphaël ou c'est pas Tortue Ninja, Raphaël, quoi. tu vois. Ouais, mais c'est ça, moi j'étais à fond G.I. Joe, Tortue Ninja et tout ça. Aurélien. Ouais, moi aussi, je pense que c'est G.I. Joe. J'ai eu un hélicoptère Tomahawk, un truc cool. avec 2 pales là. Ah, trop bien. Et ça, j'étais très chaud avec. Je faisais des raids avec. Hein. C'était la folie. Et après, à fond de Lego technique. Moi, je me rappelle Ah ouais d'un Lego technique avec des petites pompes. Genre, en fait, c'était une grue, c'était un peu nul. Ou une pelleteuse. Mais c'était avec que les petits pneumatiques et tout. Et j'avais surkiffé ça. C'était pas les mécanos à ton époque? Ah non, non, non. Oh là là, non. Axel, Non, t'as eu un des souvenir? Non, j'en ai eu un autre, ouais. C'est pas moi, mais c'était mes cousins. Il y avait moi et mon frère et moi et mes 2 cousins, donc on était 4 tout le temps pour les Noëls. Et ils avaient eu des Lock-on, c'était les pistolets je vois. bleus. Je me souviens très bien de ça. T'avais un genre de viseur ouais. comme Vegeta, Tu mettais Ah, une Mais c'était ceinture, pas non? Sega, ça, le con? où tu voyais ton score, tu voyais tes vies. Donc tu démarrais à 9 et tu devais Tirer sur un autre. tirer sur le capteur de l'autre. Oui. Et, Mais je crois que c'est je Sega, vois. le con, non? C'est pas Sega? c'est je sais possible. Il y a plus, ouais. moyen. Mais ça, ouais, c'est trop cool, bien. ouais. Ça, c'est Ouais, trop bien. Ça, c'était stylé. Et toi? Moi, c'est vraiment des souvenirs de console, surtout, parce que, en fait, quand tu reçois des jouets, t'es content. Mais quand tu reçois une console, c'est vraiment un événement. Ah, ça, Ouais, c'est fond. sûr. C'est fou. Et je me souviens quand j'ai reçu la Mega Drive et la Super Nintendo à 2 ans de différence ou 1 an de différence, il y a un truc fou. Et surtout, ce qui est génial, c'est que le soir du réveillon, tu reçois ta Mega Drive, tu reçois ta Super Nintendo, et pour une fois dans l'année, t'as le droit de veiller. Bien Et sûr. t'as le droit de jouer jusqu'à 3-4 heures du matin. Et finalement, c'est plus le Ah souvenir ouais, de 3-4 pouvoir... heures, vraie veille. Ouais, c'est plus le souvenir de pouvoir veiller jusqu'à 3-4 heures et jouer à Sonic ou jouer à Street Fighter, les jeux qui étaient dans la console, jusqu'à cette heure-là qui me marque en fait. C'est marrant parce que toi, t'es passé de. Toi, tu t'en foutais d'avoir la famille Sega ou la famille Nintendo, t'avais les deux? Moi j'étais plus Sega de base, parce que j'ai commencé avec la Master System et Mega Drive, mais à l'époque quand Street Fighter est sorti, c'était tellement la folie mon gars, Street Ouais, Fighter, Street Fighter, je me que rappelle. tout très, le très monde bien. voulait Street Fighter. tu Street vois. Fighter 2, quand c'est sorti, je me suis dit, ok, j'ai une arcade dans chez Mais moi. non, mais quoi. oui, c'était dingue. Les graphismes et tout, j'étais là, wow. C'était fou. Axel. Est-ce qu'on peut juste régler un mini détail, mais qui va avoir son importance parce que je vais quitter la pièce si c'est le cas? On le fête tous le soir du 24. S'il y a quelqu'un Moi, qui le je- fête le 25, c'est terminé. Moi je le fête le 24 et j'ai jamais compris ce qu'il fêtait le 25. Moi, je Ah, le fais moi, le c'est 25 au matin, 25 tout matin. simplement. Ah bon Bon, bah, il y a deux teams. La Eh ben, pièce se attends, il y divise a- en il y a- deux. il y a deux teams. Non, il y avait Ah, 2 trucs. Il y avait 24 au soir avec une partie de la Allez. famille avant d'aller se coucher. Et par contre, chez moi, mes parents et tout, c'était le 25. Moi, au le matin. deal, c'était 24, le réveillon, donc tout le monde mange. On fout les gamins dans une pièce à minuit. Il y avait mon oncle qui cognait à la porte. C'est le Papa Noël. On était comme des oufs. Et là, les cousins et tout, on courait dans la véranda. Et puis, il y avait tous les Attends. cadeaux sous le sapin. Et là, il était minuit. Et de minuit jusqu'à. Et le lendemain, on allait chez la tante ou quoi, qui avait aussi des cadeaux sous le sapin. Voilà comment ça se Mais passe. t'es en train de me dire que le Père Noël, en fait, c'est ton oncle? Exactement, mon gars. T'as tout compris. Putain. Ils sont cool dans la famille. Ah ouais. Bah, écoute, c'est comme ça. Mais ouais, les consoles. Mais non, mais c'était- 25 au matin, il y a la petite excitation, tu te réveilles et t'es là. Oh, J'ai jamais connu Ouais. ça. Mais J'ai non, parce vraiment que jamais le- connu ce truc. Le Père Noël, il est passé dans la nuit. Mm. Pendant Et que tu T'as dormais. laissé une chaussette. C'est Il est pas relou. passé pendant que tu mangeais ta C'est bûche. relou genre, de- Bah, la nuit, c'est un enfer. La nuit, en fait, tu dors pas, quoi. Ah, mais par contre, tu te réveilles Ah, très oui. très tôt. Bah voilà, Moi, c'est j'avais réveillé relou. ma soeur, j'étais là, bon, allez, dépêche-toi, Ah, j'ai un c'est Super vrai. Nintendo là. En vrai, cite-moi un grand moment de la vie qui se passe le matin. Il y en a pas. Il y a rien le matin. Ouais, c'est vrai. Le petit-déj. Les chocs à pic.
Figurez-vous que la course aux jouets est un peu une histoire vraie, puisque... Tu vois, ça me dit que mon intro, merci Guillaume. Ah oui, Figurez-vous que la course aux jouets est un peu une histoire vraie, puisque les scénaristes se sont inspirés de la fièvre commerciale qui s'est emparée des États-Unis dans les années 80, lorsque les mères et les pères de famille en venaient littéralement aux mains au moment de se disputer les derniers exemplaires des poupées Cabbage trouvables en magasin. Poupées qui par la suite ont inspiré la mode des crados, Cabbage devenant Garbage. Donc poubelle en anglais. Qui a été un flop d'ailleurs, le film. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ah bon, non. Ouais. Non, je rappelle pas. Que je possède en VHS, que tu m'as offert. Oui, exact. Tout cela m'a donc donné envie de vous faire un petit quiz. Ah. Je vais vous donner une année, quelques indices, et vous allez devoir trouver le jouet qui s'est le plus vendu cette année-là. Ouais, il est beau ce quiz. Nous allons mettre en pratique la règle dite de l'élimination. Si quelqu'un lâche une fausse réponse, il ne peut plus jouer le temps de la question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les consoles sont comprises dans les jouets? Les consoles sont comprises. Ah. Voilà, c'est une très bonne question. Ouah, attends, c'est. Nous prenons la machine à voyager dans le temps et nous nous rendons au Noël 1972. Ouh. Cette année-là, c'est un jouet surprise qui remporte le titre de produit le plus vendu de l'année. Oh, Guillaume a envie de tenter quelque chose. Non, vas-y. Ah, d'accord. Ah, les points sont dégressifs? Non, pas du tout. On n'est Ok. pas à question pour argent, c'est genre juste une Très réponse bien, à tes j'attends. limites. C'est un jeu qui continue de nous divertir en 2020, figurez-vous, et qui a créé bien des disputes entre amis car chacun a ses propres règles. Ah. Le Uno. Oh, c'est là, le Bien Uno. joué. Bravo. Jeu de cartes présentant une série de couleurs et de numéros. Je comporte également dans mon jeu des pénalités qui se caractérisent par des +2 ou des +4. Évidemment, Je on suis le peut Uno. mettre un +4 sur un +4. Bien évidemment. Ouais, Bien évidemment, commencez et un pas. +2 Ah oui. sur un +2, etc. machin. Alors, j'ai voulu en savoir plus sur le créateur du Uno. Il s'appelle Merle Robbins et son Wikipédia est très concis. Je vous lis ce qui est écrit dedans. Merle Robbins, né en 1912 et mort en 1984, est le créateur du Uno. C'est juste ça son Wikipédia. On n'en saura pas plus sur Merle Robbins. Bravo, Mais Mel bah, Robbins. par contre, il a créé un jeu extraordinaire. Ah Ouais, ouais, j'avoue. c'est probablement un des meilleurs jeux de société. Mais dans je le top crois 3. c'est pas le meilleur finalement. Peut-être Bah, il y a le les meilleur. jeux de cartes aussi. Non mais le Uno ça se transporte pas. Le pouilleux. Ouais, bon, allez. Le trou du cul. Bah, les cartes, c'est pas mal quand même. Ok, cette fois nous nous rendons sous le sapin un an plus tard en 1973. Jouet souvent représenté dans les films et qui toujours dégage un aspect cool. Ah. Ah, Elastic Man. c'est une élimination là-bas. Ouais, non, Il ne c'est- reste que Axel et Aurélien. Le truc là. Attention. Ah non, mais. C'est Jouet- Simon. Bon, bah, élimination Axel, tu as le champ libre. Bah, j'ai le Charlie, mais j'ai une piste, mais j'attendais. Mais tu peux attendre jusqu'au bout, c'est ça qui est beau quand même. C'est ce que je vais faire maintenant. Jouet qui s'utilise à l'extérieur et qui peut s'avérer être un bon moyen de locomotion. On peut me voir dans Oh, des films bon, comme allez. Retour vers le futur Oui, bon, allez. ou Mid-90s. Oui, bon, allez. Je suis... C'est pas un jouet. Bah, Moi, je peux le dire. Si, c'est un jouet. Bah non, mais Axel a... C'est un a jouet, c'est un jouet. le skateboard. Le skateboard, et oui, il Ouais, égalise. ouais. Il égalise avec le skateboard, bien, Bien vu, évidemment. bien vu. Ah, c'est un jouet. Le skateboard a été le jouet le plus vendu en 1973. Et là encore, j'ai voulu savoir qui a inventé ce formidable objet. Eh bien, figurez-vous que personne ne sait. Ouais. C'est apparu dans les années 50, mais à ce jour, il est encore impossible de savoir qui en est l'inventeur. Inventeur ou inventrice qui ne s'est jamais manifesté. C'est quand même assez incroyable. Un mec qui a trouvé une planche de bois et s'est dit tiens, si je mettais des roues en dessous. Non, mais Ouais, c'est fou, c'est ça. il a inventé un truc fou, il a même pas pu toucher de la thune, quoi. Ah, c'est vrai. Mais Ouais, est-ce c'est que vrai. c'est pas la preuve que c'est pas un jouet? C'est Ah. c'est un jouet ou c'est pas un jouet? Non, c'est Bah, pas un jouet. Mais Bah, ça a été vendu comme un jouet au départ, pas comme un moyen de locomotion. Ah oui. ouais, mais c'est un jouet qui a des compètes. Je veux dire, c'est pas un jouet. Oui, parce vraiment. qu'après, ça a été commercialisé, devenu c'est après, devenu, tu vois. Mais à la base, c'est un jouet comme. Ouais. Tu sais comment on appelle les trucs sur lesquels tu sautes Trottinette. avec juste Non. un. Ah, truc. les mines antipersonnelles. les bâtons sauteurs. Les ballons sauteurs, ouais, c'est ça. Ok, on avance dans le temps et cette fois, on va en 1977. Cette année-là, c'est la folie sous les sapins, car tous les enfants du monde veulent des figurines. Et pas n'importe lesquelles. Ah, Star Wars. Oh, c'est là. Eh, ça, c'est beau. 1-1-1. Ouais. Chacun a un point. Ah, mais il était né aussi. Pas encore. C'est Et son pas, Noël. et pas n'importe lesquelles, des figurines qui sortent tout droit d'un film devenu en l'espace de quelques temps complètement culte. Figurines de la marque Kenner, je suis les jouets Star Wars, bravo. Et pour ceux qui n'ont jamais vu la série The Toys That Made Us, Ouais. ils racontent tout sur Netflix sur L'épisode les jouets est Star Wars. incroyable sur Star Wars. Et c'est très cool. Et on a un point chacun. Un point chacun, et ça c'est très serré, et beau. j'apprécie ça, c'est beau. Cette fois, on entre dans les années 80, plus précisément en 1982. Jouets principalement achetés pour les petites filles, je fais fureur dans les cours de récréation. Barbie. C'est non, c'est une élimination, mais c'est bien tenté, il faut Ouais, la tenter. bah oui, fallait la tenter. On peut me coiffer, et c'est un régal, car je possède des cheveux multicolores. Ah. Je suis un animal que chaque enfant... Petit poney. Oh, c'est là, Ah petit oui. poney. Ah mais oui, petit poney, Petit bravo. color, j'étais dessus quand même. Je suis un animal que chaque enfant rêverait de posséder et souvent on peut me monter à la plage ou dans les parcs parisiens. Je suis mon petit poney. Et mon petit poney, jouet lancé par Hasbro en 82 qui a fait un carton durant des années devenant même un dessin animé et un jeu vidéo. Alors là, c'est la grosse surprise de Noël. On est en 1987. Énorme surprise. Ce jouet est contre toute attente sous tous les sapins. C'est un jeu de société. Enfin, il est arrangé dans l'univers des jeux de société. Il n'est composé que de bois.
et contient à l'intérieur de la boîte plusieurs petits bouts de bois. Ah, Jenga. Oh, c'est là Ah, le Jenga. Bravo, mais le oui, Jenga. putain. Effectivement, c'est le Jenga, ces bouts de bois qui forment une verticalité qui doit à tout prix rester verticale. Le Jenga jouet star de 87, et la petite info, c'est que le mot Jenga vient du verbe kujenga, qui veut dire construire en Afrique de l'Est. Et qui Voilà. a créé le Jenga? Eh ben, je ne le sais pas. L'Afrique de l'Est, ok. Ok, nous allons maintenant en 1990. Cette année-là, un jouet fait une razzia. J'en ai eu, et vous en avez eu, j'en suis persuadé. Game Boy. C'est une élimination par ici. Merde. On a tous eu ce jouet. J'ai Alors, essayé. je rappelle les scores. 2, 2, 1. C'est très proche. Axel, si tu marques, c'est très serré. Je prends pas de risque pour l'instant, mais là, on n'est plus que deux, c'est bien. Ça peut donc aller très vite. Ce jouet fut d'abord un manga indépendant, avant de devenir un dessin animé à succès, Ah. puis un film qui a tout cartonné. Il présente 4 animaux, qui sont frères. Les Tortues Ninja. Oh, c'est là, Mais les non, mais Tortues attends. Ninja. Bah oui, bah c'est ça, c'est ce que je te dis. Il a attendu. Pourquoi en plus, attends, hein, il pourquoi l'avait. attends, pourquoi Attends, attends redis-moi la description. Bah, tu je te relise. Voilà, il y a une réclamation ici. Alors, c'est un jeu qui a fait une razzia, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ce jouet fut d'abord un manga indépendant. C'est pas un manga. Ça bien t'honore sûr. pas. Ça t'honore pas. Bah, c'est si, en ça train de t'honore faire. pas ce qui BD se quoi. passe. C'est un comics quoi. Ça t'honore C'est pas un ce qui se manga. passe. Oui, c'est un manga, Ah comics. mais non, mais c'est pas pareil. Attends, c'est une réclamation que j'ai là-bas. Oh non, C'est bah une oui, moi réclamation que j'ai j'étais orienté dans l'autre sens là. Bah non, Ça mais allait avec C'est un un seul comics, c'est pas un non, mais manga. allez, manga, Bah tu non. m'as compris là. Bah, allez. dites-nous sur Twitter si c'est un comics ou un manga. Mais là, c'est beau parce que ça fait 2-2-2. Mais il m'a Incroyable. pris les Mais il en Tortues reste Ninja et combien je l'ai très mauvaise là. Comment Ah ouais, Il en je reste regarde. combien pour qu'on sache combien Alors, je il vais te faut dire combien il en reste. Il en reste 1, 2. C'est le moment creux de l'émission. 3, 4. Il en reste 4. Ok. Voilà, Bon. c'est jouable. Il n'y en aura pas pour tout le monde. 2-2-2. Alors, où j'en suis on fait un bond de 7 ans et on va en 1997. Ok. Voilà. Là, on parle d'un phénomène mondial qui semblait à l'époque révolutionnaire et qui était en avance sur son temps. La PlayStation. C'est une élimination. Le Tamagotchi. Oh, le Tamagotchi, ça c'est Yes. beau. Oh là 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 là. Oh là Eh, là. le sortir à ce moment-là, ça c'est magnifique. Il prend l'avantage. 3-2-2. C'est beau. Ah, ça c'est beau, le sortir Vous avez eu aussitôt. des Tamagotchi? Non. Et tout Ah. marchait sur la Moi, je l'ai rumeur eu. de. J'ai lu le Tamagotchi. Au Japon, il y a des cadres qui se suicident quand Ouais. leur truc il meurt en Ah ouais réunion et tout. Ouais. C'était C'est une genre. info Bah, il y avait un cimetière de Tamagotchi et tout. Alors, jouet qui nous vient tout droit du Japon, il avait pour but d'amuser les enfants et de les responsabiliser. À une certaine époque, on voulait un chien ou un chat pour Noël, mais en 97, c'est ça qu'on voulait à la place. Ce jouet se présentait sous la forme d'un œuf qui venait tout juste d'éclore. Je suis le Tamagotchi. Jouet créé par Bandai, qui a ensuite inspiré pas mal de choses, dont Nintendox par exemple. Et j'avais lu une histoire, en fait, si ça a été importé en France, c'est que là-bas, un Français vivait au Japon, expatrié, et il voyait ça sur les marchés, et il s'est dit, mais attends, en fait, je vais arrêter mon métier, et je vais me lancer dans L'import. l'import de Tamagotchi en France, et il est devenu méga riche grâce à ça, quoi. Grâce au Excellent, Tamagotchi. lui. Quelle bonne idée. Ça il a fait rien 3. foutu en fait. Ouais, il a rien foutu, il a juste dit, rajouté je vais en prendre dans mon sac et puis voilà. Ça fait 3 pour Axel, 2 pour Guillaume Aurélien. C'est très serré, je rappelle qu'il reste 3 questions. On se rapproche du temps présent, puisqu'on va cette fois en 2006. Ah bon, là, je t'ai plus de jouer, là. Et cette année-là, c'est un produit semblant révolutionnaire, encore une fois, qui cartonne tout. Tous les enfants en veulent, mais aussi les parents, puisque ça se joue en famille, ou seul, si on aime bien être dans sa petite bulle. C'est un jouet qui se joue avec les deux mains, assis ou debout. Là oui. Là oui. Oh la oui, ah là là, les justesses, c'est Guillaume qui l'a, la oui. Ah, bien joué. Bien vu. Ah la oui, ça égalise par ici. 3-3-2, Putain. c'est vraiment serré et j'adore ça, ça me plaît. Il m'a perdu dans sa petite bulle. Je t'ai perdu. J'ai pas compris. C'est la Wii, donc console de la 7e génération, donc celle de la Xbox 360 et de la PlayStation 3. Elle avait 2 clients en face d'elle et pourtant elle a remporté la bataille en étant la console la plus vendue de sa génération avec 101,63 millions de ventes. Mais vous avez eu énorme. la Wii, vous l'avez eu? Moi je l'ai eu, ouais. Ouais, mais Moi, enfin. je l'ai eu, je m'en suis pas servi longtemps. Ah ouais. Pas moi, mais ouais, c'était mes parents qui l'avaient, quoi, un truc Ah comme oui. ça. Tu vois comme quoi les parents et les enfants. Ouais. Ah ouais. Jeu de société. Alors on en est où au niveau des scores là? Il y a J'ai 3 à prendre Guillaume. 4 là, eh oh, j'avais 3 4? déjà. Alors je sais plus. Il y a 4. Il y avait 3-3-2 et là je viens de faire 4 avec la Wii. 4-3-2, ce qui fait qu'il reste une, Moi, deux c'est foutu, questions. quoi. 2 questions. Tu peux être égalité. Non, que- il y a une question. Il a fait un Ah kit là double à là. la Bon, fin, bah, je c'est connais. fini, alors. Non, non, il n'y a pas de kit tout parce que c'est serré. Donc Ok. là, c'est la fini dernière. pour moi. Euh, C'est fini C'est pour la dernière moi. question. On termine avec les années 2010. Oh. Plus précisément, nous allons sous tous les sapins de l'année 2014. Je rappelle que Guillaume a 4 points, que Axel a 3 points et que Aurélien a 2 points. Il y a une Pour petite qu'Aurélien puisse gagner, est-ce qu'on ferait pas un but en or, genre? pression. Ouais, Un kit double. Bon, allez, c'est le kit double. Allez, c'est le kit double, Ouais, c'est la mais- dernière. À chaque fois. Le kit double, c'est pour lui à chaque fois. C'est le kit double. super. Vous avez tous très bien joué aujourd'hui, mais celui qui répond là, c'est vraiment le boss des jouets en fait. Ah, le boss des jouets. King jouet. King jouet. Donc, sous tous les sapins de l'année 2014, car cette année-là, toutes les petites filles, en majorité, ne jurent que par un seul cadeau. La Reine des Neiges. Oh, c'est là, c'est la Reine des Neiges. Oh là 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 là. Bien vu, bien Mais vu, c'est quoi, bien c'est la vu. figurine de la Reine des Neiges? Mais oui, Bien c'est la vu. poupée. Bien vu. Ah, c'est une victoire. Ah non, attends, oui, c'est une victoire d'Alex. Hein, c'est Axel. Bah, sinon, vous Ah, avez c'est eu honteux. 4-4.
Son truc sur Ah, mais il est Zubazz. déçu, mais c'est toi qui as proposé le kit tout, je te rappelle. Oh, mais non, j'ai rien dit. Il est toujours en galère avec le manga, je pense. Ah, Ça, c'est ouais, fait le sur manga, je l'ai mauvaise. Hein. Bah, une chanson, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que quelques mois auparavant, elles ont vu un dessin animé qui contient une chanson titre que tous les parents détestent désormais, une chanson qui traite de la libération et de la délivrance. Délivré. Je suis une poupée tirée d'un film Disney, je suis la poupée de la Reine des Neiges. Immense carton qui peut se targuer d'être la franchise Disney qui a vendu le plus de jeux et produits dérivés à des petites filles. Mais est-ce que Ah ouais c'est pas un des Disney qui a le mieux marché de tous les Et Disney? je me pose la question. Hein. Je pense que c'est le plus de. C'est fou. Est-ce qu'il a dépassé tous les Aladdin et tout? J'ai pas l'info. J'ai du mal à imaginer, mais. Le Roi Lion, peut-être, quand même. Je sais même pas quel est le Disney le plus vu de l'histoire. À un moment, c'était le Roi Lion. Hein. Blanche-Neige, non? Avec la déclinaison et Je tout. sais pas. Ouais, tu vas vraiment balancer au pif. Ouais, comme ça. En même temps, Tranquille. c'est un bon Sans ratio, influence. c'est Non, je sorti il y a 100 ans. crois que c'est le donc, Roi Lion, non? Ouais, tu crois? Je pense que c'est le Roi Lion, quand même. Ouais, j'aurais pensé à Aladdin ou au Roi Lion, tu vois. Est-ce qu'on prend aussi les déclinaisons? Parce que tu vois, il y a Broadway, tout ça. En Là, tout le cas, Roi c'est Lion, pas, ça c'est peut- pas Taram déjà. Non, Ça, c'est sûr. non. Ah ouais, non, ça va pas marcher. Bravo à Axel, en tout cas, qui a remporté ce quiz jouet. Ouais, T'es bravo. fort en jouet, toi. Je sais pas, franchement, mais. T'es ça s'est calé bien en passé. jouet. Ouais. Disney, je tape Disney Ah. le plus vu. Ah, il est Au en train monde. de regarder en direct. Ah. Alors, Et là, on a Bernard Le Roi Hinault. Lion. c'est le Roi Lion. voilà. Et c'est- derrière, La Reine des Neiges 2. Et, Deux ouais. Ah non, c'est en taux de rentabilité, ça. Ah ouais. Mais c'est le Roi Lion en box-office. Et c'est quoi le podium, du coup? Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2, La Reine des Neiges. Exactement la même chose. Putain, que ce que quel je viens de dire carton, La juste Reine des Neiges. Incroyable. C'est fou, ce C'est carton. fou, ouais. Incroyable. Vous l'avez vu? Ouais. Jamais. avant. Non. Ah bah J'ai voilà. vu. Et je crois que c'est le genre euh, de film que tu vois que si t'as un enfant, en fait. Ou si t'es un parent. Ou si t'es un Oui, c'est- enfant qui a un enfant. Alors, il y a peu de temps, j'ai posté un tweet avec une photo du Retour du Jedi sur laquelle on peut voir un Ewok avec la princesse Leia. Et j'ajoutais en légende qu'il y a des films comme ça qui ne contiennent absolument aucune référence à Noël, mais qui sont quand même connotés Noël. J'entends par là qu'on a envie de les voir durant cette période. Est-ce que vous avez des films comme ça que vous adorez regarder durant les fêtes et qui n'ont pourtant rien à voir, Axel? Des films que t'aimes bien regarder comme ça à Noël, mais qui sont pas du tout des films de Noël. Il y a 3-4 ans, il y avait. Je crois que c'est quand il y a eu les nouveaux Star Wars qui sont ressortis, il y avait sur Canal, ils faisaient des marathons avec les 6 premiers et ils tournaient en boucle dans le salon Ah ouais de ma famille. Ouais. Après, moi, j'ai pas de. Je sais pas. Je vais faire un tour de table et j'essaie peut-être de trouver. Alors, parce que moi, j'ai en souvenir quand même qu'il y avait pas mal. Il y a toujours des films qui reviennent comme ça sur TF1, sur M6 depuis toujours. Il y a un film qui est Picsou et la lampe magique, si je dis pas de bêtises, qui revient assez souvent. Mais il y a aussi tous les Astérix. C'est pas des films de Noël, mais Ouais, ça revient tellement à c'est Noël, vrai. Astérix. Cléopâtre. Même Jurassic Park, ils le mettent souvent à Noël. Tu vois. Est-ce que c'est un film de Noël du coup? Mais il y avait le Noël de Monsieur Scrooge, genre en Disney, non? Ouais, mais là, du coup, c'est un film connoté Noël. Du Un coup. film Noël. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, les films qui ont rien à voir avec Noël à l'intérieur, mais qui sont pourtant diffusés pendant Noël et que t'aimes regarder à Noël, tu vois. Un jour sans fin. Il fait un peu froid. C'est vrai. Ouais, un jour sans Mais tu vois, fin, quand il y a c'est de la bien. neige, c'est un film de Ouais, Noël un voilà, petit c'est peu. ça. tu vois. Dès qu'il y a de la C'est neige, vrai. c'est bon. S'il y a une bataille de neige, hop. Mais là, tel quel, je partirais bien sur un Speed ou Indiana Jones. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc J'aime bien toi, parce que, vraiment, en la fait, neige. Non mais tu vois, sous le post que j'ai laissé sur Twitter, il y avait quand même pas mal de réponses comme Speed par exemple, des films qui n'ont vraiment rien à voir, mais en fait elles étaient toutes prenables parce que si tu aimes le regarder à Noël, c'est qu'il y a une raison, quoi. Tu vois, Ouais. c'est un film qui te... Divertissement. Je me souviens qu'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Kozelek qui disait que lui tous les Noël, son rituel c'est de regarder Shining. Bien que Shining il y a un peu un petit truc Noël, un petit peu, il y a de la neige. Ouais, ouais, c'est pas vraiment réconfortant par contre. C'est pas réconfortant, mais il y a et du coup c'est une très bonne transition, ça Guillaume. Ah, pour la suite. Bah, je suis là pour ça. Hein. T'es Ouais, moins bah, fort écoute. sur les quiz que sur les transitions. Merci. visiblement. Alors depuis le Ninja, début, c'est un manga. Ouais, allez, alors depuis le Dragon début Ball, de ce c'est un podcast, il l'a mauvaise, hein. Il l'a mauvaise sur le coup du manga. Hein. C'est ce qui te fait perdre le quiz, Guillaume. Bah oui, c'est ça. C'est le manga. Alors, depuis le début de ce podcast, tout est merveilleux et féerique. J'en veux pour preuve cette musique que vous entendez en fond sonore. Ce soir, c'est le réveillon et demain, c'est Noël. Tout semble magique. Mais parfois, Noël, c'est aussi la terreur. Bruit d'éclairs. J'en veux pour preuve différents films d'horreur traitant de Noël. Bruit de pluie et musique inquiétante. Des films comme Silent Night, Deadly Night, Black Christmas ou encore Christmas Evil. Et dans la course aux jouets, il y a un acteur, Phil Hartman, le personnage qui joue le voisin relou de Schwarzy, qui a connu 2 ans après la sortie du film une fin tragique. C'est la triste et terrible histoire que va nous raconter Aurélien. Exactement. C'est vrai, c'est une très belle introduction. Je voulais quand même parler de Phil Hartman avant, savoir qui était ce personnage. Pour les gens qui ne le connaissent peu, parce qu'à mon avis, en France, c'est un acteur qui est peu connu parce que c'est un mec qui est passé par tous les réseaux de comédie, notamment le fameux Saturday Night Live, qui est très peu diffusé en France, donc très peu connu, alors que c'est des méga stars en vrai aux US. Et Phil Hartman a fait partie a été vraiment un pilier dans les années 80. De 86 à 94, il est resté 8 ans. Ça a été quasiment un de ceux qui est resté le plus longtemps. Il a voulu partir plusieurs fois. C'est carrément Lorne Michaels et NBC qui lui ont demandé de rester. Parce que là-bas, il l'avait appelé The Glue.
Genre la colle, c'était pour eux, c'était lui qui arrivait à amener l'ambiance au milieu arriver à recréer l'ambiance avec tous les autres comédien en fait. C'était vraiment c'était Adam Sandler qui l'avait appelé comme ça et il disait c'est lui qui arrive à faire quasi c'était un peu le coach, il a amené des trucs, il a amené vraiment une ambiance particulière et en même temps il était très discret, personne n'arrivait trop à savoir qui c'était, mais il a quand même son grand pouvoir, c'était les voix. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai lu quelques infos sur la course aux jouets et en gros j'ai lu une interview de Rita Wilson et Schwarzenegger qui disait que rarement dans leur carrière ils avaient travaillé avec un type aussi sympa que Phil Hartman et que c'était un régal de bosser avec lui. C'est vraiment la réputation qu'il avait. Il y a aussi Joe Dante qui a bossé avec lui sur Small Soldiers qui va sortir après sa mort. Son dernier film. Qui disait genre en fait très souvent il joue des personnages exécrables dans les films, il adorait faire ça, genre des grincheux ou des gens vraiment tu sais derrière toi en train de te casser la tête comme dans la course aux jouets. Mais lui en lui-même c'était vraiment apparemment une crème et dans le travail c'était hyper facile de travailler avec lui et ce qui est fou en fait c'est que à la base il était pas du tout comédien, il a commencé comme graphiste. En fait, très tôt, il était vraiment dans les arts, mais vraiment graphic designer dans les années 70, donc je sais pas à quoi ça correspondait à l'époque. Et en fait, c'est juste qu'il s'amusait à faire des voix, à faire des personnages. Et il adorait prendre des voix un peu différentes et des trucs un peu cartoonesques et tout ça. Et à un moment, il s'est dit, mais quand même à 27 ans, qu'il allait peut-être en faire quelque chose d'un peu plus. Et c'est à ce moment-là que, étant à Los Angeles, il rentre dans une troupe de comédie qui s'appelle The Groundlings, qui est un truc énorme à Los Angeles, mais pareil, qu'on ne connaît pas du tout, mais pour resituer, c'est de là que sortent, par exemple, après qu'ils soient passés dans la moulinette Saturday Night Live, mais donc avant, ils étaient dans cette troupe, The Groundlings. On retrouve à la fois Will Ferrell, Willy Forte, Maya Rudolph, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, John Lovitz. Bref, il y a énormément de gens. C'est un vivier où, en gros, des mecs comme Lorne Michaels venaient regarder... Michaels, qui est le mec qui a créé Saturday Night Live. Exactement. Et en gros, en général, ce qui se passait pour ce genre d'émission, c'est qu'ils allaient dans des comédies comme ça, des temples d'endroits où il y avait un peu comme le Splendide, on dirait en France. Ouais, il y a aussi le Second City, là où il y avait Steve Carell, il y en a pas mal comme ça aux États-Unis. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle souvent Second City, donc qui est canadien, où il y avait Jim Carrey et tout, et Phil Hartman est aussi canadien. Ok. Figure-toi, c'est fou ce nombre de d'humoristes québécois. Ouais, québécois, canadiens. Ouais, canadien, c'est fou, je trouve. Quasiment tous les acteurs qu'on aime bien des années 80, en général, je sais pas, ils sont vraiment très drôles, en fait, les Canadiens. Donc, il fait un peu son temps, et dis-toi qu'en fait, au début, ils le prennent pas du tout au sérieux, et en gros, au début, ils lui font refaire le logo et refaire le merchandising. Ah ouais. Et en même temps, il apprend un peu l'improvisation, il essaie de travailler ses différents personnages, mais il va mettre au moins 4 ans à vraiment devenir quelqu'un d'important dans cette troupe. Et c'est là qu'il va créer avec Paul Rubens en 1977-78 un personnage, le personnage de Pee Wee Herman. Ah ouais. Ouais, c'est lui qui a co-créé le personnage avec Paul Rubens qui joue vraiment Pee Wee Herman. Et il y a une histoire qui est un peu marrante qui va encore relier Saturday Night Live, c'est que genre en 78, Paul Rubens est dans les 22 ou en 80 peut-être. Paul Rubens est dans les 22 qui ont été choisis par Saturday Night Live pour relancer l'émission et avoir un nouveau casting parce que tout le monde s'était un peu barré, ils essayaient de relancer le truc. Paul Rubens était dans les 22, mais comme la sélection de l'équipe de France, il n'est pas pris. Genre c'est le dernier à partir, tu vois. Okay. Et lui, il pense, ok, c'est fini, ma carrière elle est terminée, je me suis pris une claque de Saturday Night Live, jamais je repartirai, tu vois. Et là, c'est Phil Hartman qui lui dit, bah écoute, t'as ton personnage qu'on a créé ensemble, Pee Wee Herman, je pense qu'il y a un truc à faire, tu vois. Et là, ils montent le show, le Pee Wee Herman Show. Ça devient énorme. Ils le vendent à HBO en special. Après, ils en font une série. Ça devient un film réalisé par Tim Burton, mais coécrit par Phil Hartman. Et en fait, tout le début de carrière de Phil Hartman, tout le monde le connaît comme étant le co-créateur de Pee Wee Herman, en fait, avec Paul Rubens. Et donc après, début des années 80, c'est là qu'on se rend compte que son vrai talent, c'est les voix. Et donc, il fait énormément de voix dans des dessins animés. Et là, j'ai halluciné. En fait, il a fait énormément de voix dans Les Schtroumpfs, le dessin animé, l'adaptation américaine du dessin animé. Il a fait aussi beaucoup le défi des GoBots. Vous connaissez ce truc ? Je connais pas. C'est genre les Transformers. Mais c'est les Transformers un peu cheapos. Ouais. Il a fait beaucoup de voix pour Scooby-Doo aussi.
et aussi pour Denis Lamalisse, et c'est ça qui l'amènera à la fin des années 80 à devenir une des voix principales des Simpsons, car c'est lui qui joue la voix du fameux Lionel Hutz, l'avocat complètement claqué qui fonctionne jamais, et surtout de Troy McClure, l'acteur un peu raté, qui en fait est un peu inspiré de son propre rôle, parce qu'il dira toujours qu'en fait lui il considère que c'est un acteur c'est un second rôle en fait. Il dit j'aurais jamais la possibilité et la position d'être en premier rôle. Les gens ont pas assez d'empathie pour moi en fait. Mais par contre, je peux créer des voix, je peux créer des faux personnages. Donc en gros, c'est un peu basé sur son personnage. Et en fait, les Simpsons, ça va cartonner. Matt Groening, il va adorer sa façon de jouer. Et en tout, il va jouer dans 57 épisodes entre 88 et son décès en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment de son décès, les personnages principaux que Matt Groening avait créés avec lui, ils les ont enlevés des épisodes. Et ils leur ont donné une vie en disant bah non, lui il est mort et tout, on le réutilisera plus jamais. Donc il était vraiment très intégré à la création des Simpsons. Donc là après, en 86, vraiment il rentre dans le SNL, et en fait c'est là que commence l'histoire plus scabreuse et macabre. Scabreuse, tout à fait. Parce que là, on vient de dépeindre un peu un personnage qui a un peu galéré, donc qui se retrouve à être un peu dans des films, dans des seconds rôles, notamment avec Steve Martin dans Sergent Bilko, et 2-3 autres films comme ça ça marche pour lui, mais c'est pas fou. Et là, en 86, après avoir joué dans Jumpin' Jack Flash aussi, avec Whoopi Goldberg. Ouais. Et je crois que c'est réalisé par la réalisatrice qui a fait Penny Marshall, qui a fait Big. C'est tout à fait ça, c'est son tout premier film. Et il va jouer aussi dans Three Amigos, qui est un film très important pour cette émission, dans lequel il y a Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short. Et donc justement, c'est ce qui va amener à l'équipe du Saturday Night Live à vraiment s'intéresser à son profil. Là, il passe le casting et il rentre dans le Saturday Night Live. On est en 86. À cette époque-là, il habite à Los Angeles. Et en fait, on n'a pas encore parlé de la vie privée de ce cher Phil Hartman, mais en fait, autant dans la vie publique et dans le travail, il est très avenant, il est facile d'accès, etc. Autant sa vie privée a l'air très compliquée, parce qu'en 86, il a déjà eu 2 divorces. Il s'est marié en 70, ça a duré 1 an. Et il s'est remarié en 82 et ça a duré 3 ans. Et à chaque fois, ses ex, disaient que, en fait, il se referme très vite et c'est très compliqué d'avoir une vraie relation avec lui, parce qu'en gros, ça goûte comme sur la pluie. Il est genre très passif. Et lui, il dit que c'est comme ça, en fait, c'est sa personnalité, donc voilà. Et il rencontre en 86, juste avant de rentrer dans le Saturday Night Live, une nouvelle femme. Il la rencontre genre sur, comment on dit, blind date, genre, c'est quoi, c'est genre, tu sais, où tu te retrouves... Speed dating. Du speed dating, exactement, à l'époque. Il s'avère que c'est une mannequin de maillot de bain. Et à l'époque, il se dit genre, waouh, c'est genre vraiment... sa femme rêvée, tu vois. Et elle s'appelle Bryn Omdahl. J'ai jamais réussi à le dire bien. On est en 86 et en fait, ils vont se rencontrer, ça match de fou. Et puis à ce moment-là, il va signer pour le Saturday Night Live. Il part de Los Angeles et il s'installe à New York, vu que le SNL, c'est à New York et qu'il doit être là tous les samedis soirs. Et c'est du boulot de dingue. Donc il se retrouve à une vie un peu Los Angeles, en couple, où il commence tout juste à se connaître, à se marier et à partir dans un tout petit appartement à New York. Et à cette époque-là, Bryn Omdahl, elle essaye aussi d'être actrice. Sauf que ça marche beaucoup moins pour elle, parce qu'en gros, elle a très peu de casting. Et donc, en gros, son mari, Phil Hartman, dit t'as vu, moi, ça commence à prendre, c'est une Night Live et tout. Vas-y, je vais arriver à te placer, quoi. Et en fait, dès le générique de Saturday Night Live, on voit Phil Hartman dans un restaurant avec une femme. Et en fait, c'est sa femme. Qu'il avait essayé de placer dans le casting. Okay. Sauf que Lorne Michaels et les producteurs de l'émission voulaient pas qu'on la voie, parce qu'elle n'était pas dans le cast, en fait. Tu vois. Et déjà, pendant ce tournage, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'on essaye de la voir à la caméra, pour que ça puisse lui servir. Et ça commençait à créer une sorte de frustration du fait que Phil Hartman commençait à être vraiment de plus en plus connu et à devenir genre une des têtes d'affiche du Saturday Night Live, et qu'elle reste un peu toujours dans son ombre, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, alors que c'est un personnage tellement gentil dans le public et dont tout le monde fait vraiment beaucoup d'éloges, on apprend que sa femme a fait plusieurs cures de désintoxication, qu'avant qu'ils se rencontrent, elle était vraiment accro à la cocaïne et à l'alcool, et surtout qu'elle a changé plusieurs fois d'identité.
Genre, il y a des proches. Ça devient au-delà, on de la raconte. Il y a des proches qui étaient donc des proches, des amis d'enfance de Brin qui disaient quand moi je l'ai rencontrée, elle s'appelait Vicky. Puis elle s'est renommée Vicky Joe. Après, elle s'est appelée Brindon. Et à la fin, elle avait choisi Brin. Donc elle a changé plusieurs fois d'identité comme ça. Et début des années 80 jusqu'à sa mort en 98, elle a aussi fait beaucoup de chirurgie esthétique. Et tous ces docteurs qui ont fait des opérations sur elle disaient que c'était vraiment qu'elle était très insécure, enfin elle avait de gros problèmes d'insécurité et de frustration, et elle savait pas comment être la femme d'une star connue comme Phil Hartman. Alors que c'est quand même un bon père de famille, le mec il avait déjà au moins 40 ans, enfin tu vois, il avait pas besoin de faire des trucs de fou. Bref, ça continue comme ça. Ce qui amène quand même, vu qu'il y a énormément de guerres, même avec ses ex, elle commence à envoyer, il y a une jalousie qui commence à partir en sucette, où elle envoie des lettres quasi de menaces et d'insultes aux ex de Phil Hartman. Phil essaye de la contenir, d'après les différentes sources qu'on a, et il essaye aussi de réduire le rythme. Et c'est là qu'il quitte finalement le Saturday Night Live et qu'il décide de partir à Los Angeles pour avoir une vie un peu plus de cinéma avec des tournages et tout, mais vivre dans une vie un peu plus cool où il pourrait s'occuper de sa femme. Là, on est en 95, il récupère donc un nouveau job dans une série, il a quelques films dont La course aux jouets en 96. Mais ça continue à avoir une certaine frustration, il y a pas mal de choses qui se passent dans leur couple. Ils ont 2 enfants à ce moment-là, donc assez jeunes. Et en 98, donc le 28 mai 98, alors qu'ils sont toujours un peu en train de s'embrouiller, apparemment les histoires c'est toujours pareil, c'est elle qui lui parle de sa frustration et du fait qu'elle n'arrive pas à vivre dans l'ombre de lui, et lui qui répond pas trop, il dit à des potes que souvent il s'enferme dans la cave et il a l'impression qu'elle envoie des grenades pour le faire sortir, pour qu'il parle en fait, et pour qu'il sorte de cette carapace, tu vois. Ça a l'air de pas très bien se passer. Des vraies grenades ? Il en parle comme ça, mais bon, je me dis que c'est un comédien, je pense qu'elle, je sais pas, elle casse des trucs, ou il se passe des choses de l'ordre de la guerre. De la guerre des roses, quoi, tu vois, interne. Et c'est là que ça se gâte. Le 28 mai 1998, Brin va au restaurant italien avec la productrice, parce qu'elle a fini quand même à avoir un petit rôle dans la série Third Rock from After the Sun. C'est ça. Tu te rappelles de cette série ? Donc elle a un petit rôle dans cette série, et donc elle veut parler avec la productrice de comment ça peut évoluer. Ça se passe très bien, le dîner apparemment. Elle boive un peu, bon, vu qu'elle a un peu des addictions, ils essayent de réduire et tout, mais elle part enchantée, elle rigole, tout se passe bien et tout. Elle rentre chez elle. Elle dira qu'au final, elle s'est embrouillée avec Phil Hartman sur justement le fait que Phil disait t'as repris la cocaïne, t'as repris l'alcool, t'es plus gérable, c'est compliqué. Ils s'embrouillent, et apparemment, des témoignages, ils disent souvent ce qui se passait, c'est que Phil Hartman, quand ça commençait à être trop, il arrêtait, il parlait plus, soit il descendait à la cave, comme je disais, soit il allait carrément se coucher. Donc il disait je vais me coucher, puis le lendemain matin ce sera fini, tu vois, on passera à autre chose, tu vois. Donc très très bonne technique. Oui, tu vas voir que ça a très bien marché. Pour le coup, il allait se coucher, elle a continué à s'exciter et à s'énerver un petit peu, et apparemment donc l'histoire veut qu'elle a été prendre une des armes, 2 armes même qu'avait dans la maison Phil Hartman, de calibre 38, et elle est remontée dans la chambre, et sans rien dire, pendant qu'il dormait, elle lui a tiré 2 balles dans la tête et une balle sur le côté droit. Et après, elle a quitté la maison, elle a été chez un de leurs amis qui habitait juste à côté. Elle est rentrée chez lui, elle a dit je viens de tuer Phil, ça a dégénéré, voilà. Bon, après, c'est pas vraiment une bagarre, vu qu'il dormait, et que ça a été prouvé à l'autopsie. L'ami pense que c'est juste une dispute, comme il y en a eu plein, tu vois. Il se dit, c'est pas forcément ça. En même temps qu'elle est chez lui, elle appelle en fait d'autres gens autour, en disant j'ai fait une connerie, je fais des trucs. Donc là, l'ami commence un peu à prendre peur, et donc il va avec elle chez eux, tu vois, pour voir ce qui se passe. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des enfants à l'intérieur de la maison à ce moment-là. La maison, et c'est-à-dire que quand elle quitte la maison pour aller voir son ami, elle a laissé chez elle donc le cadavre de son mari et ses enfants qui sont au premier étage. Donc l'ami retourne là-bas, et il voit en effet qu'il s'est passé des choses. Il n'a pas le temps de rentrer dans la chambre, mais il récupère les enfants, il les descend et il appelle la police. Le temps que la police arrive, Brin s'est enfermé dans la chambre, donc avec le cadavre de son mari, et le temps que la police intervienne, on entend un coup de feu, et finalement elle s'est suicidée.
Donc au final, Wow. en très peu de temps, et apparemment sans que personne n'ait pu vraiment déterminer, même si après il y a eu carrément des procès envers les médicaments que prenait Brin pour la dépression, d'ailleurs de Pfizer, le laboratoire qui est en train de nous faire Fait les vaccins, petits vaccins. ouais, sympa. Bien sûr, ça n'a pas abouti, mais beaucoup de gens parlaient de traitements qu'elle pouvait avoir, le fait qu'elle ait repris pas mal d'addictions. Il y a même eu des comédiens qui se sont battus entre eux en disant que c'était pas normal qu'il y en avait un qui avait relancé l'addiction de cocaïne de sa femme. Enfin, ça a créé toute une ambiance. En fait, ça a été vraiment un coup de massue incroyable dans le milieu de la comédie, parce que c'était un moment en plus où Phil Hartman commençait à avoir des rôles de plus en plus importants, et il était hyper important dans la comédie à ce moment-là. Tout le monde l'appréciait et tout. Et personne n'a vu vraiment le truc venir. Et en vrai, ça s'est passé en moins d'une heure, quoi. Ouais. Et la seule chose qui l'explique un petit peu, c'est cette frustration naissante dans le mariage pendant une dizaine d'années. C'était en mai 98, c'est ça? C'était le 28 mai 98. Peut-être qu'il y avait la Coupe du Monde en France, peut-être que c'était aussi un élément de pression pour elle Je pense, elle s'est supplémentaire. dit, pour quelle équipe je vais... Je sais pas. Elle a appris qu'Anelka était pas dans les 22 Bah, c'est avec ça. Ibouba. et puis du coup, c'était un peu relou pour elle. Ça, l'histoire. C'est une sale histoire. C'était un terrible conte de Noël que tu viens de nous Je raconter. Noël, tout le monde. Voilà. Ouais. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur la course aux jouets, parce que j'ai bien Sans conscience. transition. Parce que j'ai bien Allez, conscience. salut. Attends, parce que j'ai bien conscience que cette histoire que vient de nous narrer Aurélien est hautement déprimante. Oui. Donc, retrouvons la joie de Noël via cette musique réjouissante que vous pouvez entendre en fond sonore. Alors, vous êtes prêts pour des infos? T'aimes les infos croustillantes, toi, Axel, ou pas? Je déteste tout ce qui m'apprend des choses en fait. Donc non mais par contre, tu parles de musique, moi j'aurais un truc à dire à un moment. Ah, Pas maintenant. pas maintenant, d'accord. très bien. Alors, le producteur du film, qui n'est autre que Chris Columbus, scénariste des Goonies et des Gremlins et réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, entre autres, souhaitait Joe Pesci dans le rôle du rival de Schwarzenegger, celui qui souhaite également un Turboman pour son fils. Mais au final, cela ne s'est pas fait en raison de la taille de Joe Pesci, trop petit à l'écran par rapport à Schwarzenegger, ce qui est assez étrange, car pareil cas de figure fonctionnait parfaitement dans Jumeaux avec Danny DeVito, qui est en plus plus petit que Joe Pesci, il me semble. Donc c'est assez chelou. Ouais. Ah, Voilà. j'avoue. C'est un peu la polémique de l'époque. C'est donc l'acteur Sinbad qui a pris la place de Joe Pesci, stand-upper qui a connu un succès à la fin des années 80 et dans les années 90. Et cette verve l'a aidé car toutes ses lignes, pratiquement, ont été improvisées sur le tournage. Cela a inspiré Schwarzy, qui s'est lui aussi prêté au jeu. Plusieurs de ses réponses à Sinbad dans le film n'étaient pas scriptées. Voilà. C'est bon, ça. Très beau jeu d'impro, Pas sûr. Schwarzy. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le roi de l'impro, mais bon. Bah apparemment, ça a fonctionné. Bravo, Mais non, Schwarzy. en vrai, je sais pas si t'as déjà vu le documentaire sur Schwarzy. 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 Les documentaires sur Schwarzy du temps du culturisme, Ouais. où on le voit prendre fumer de l'herbe et tout, je sais pas si t'as déjà vu. Bah franchement, on sent qu'il a une sorte de charisme et de répartie à toute épreuve avec tout le monde, tu vois. Beaucoup de charisme. Tu vois, pourquoi Ouais, pas. ouais. Lorsque le film est sorti en 1996, il a bénéficié d'un sacré coup de pouce parce qu'au même moment, dans la vraie vie, les parents se battaient dans les boutiques pour trouver le jouet star de cette année-là, à savoir la peluche Elmo. Vous savez, cette peluche qui rigolait lorsqu'on lui faisait des chatouilles. Ce Ouais. fait divers a donc servi le film. C'est vrai que ce jouet, il était partout parce que ma petite sœur en avait eu un pour Noël, je me souviens. Et j'y jouais. Du haut de mes, tel un grand bêta du haut de mes 15-16 ans. Lorsque... non. Arnold Schwarzenegger a accepté de jouer dans ce film car le sujet lui était familier. Lui aussi a toujours été du genre à s'y prendre au dernier moment pour les cadeaux de Noël. Ce qui me donne envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes du genre à vous y prendre à l'avance pour les cadeaux ou est-ce que vous faites ça à l'arrache au dernier moment dans les magasins bondés? Je sais ce que va répondre Guillaume, mais je vais commencer avec Axel. Merci. Moi, dernier moment où c'est encore possible de le faire quoi. Ah ouais? Ouais. Genre la veille? Le 22. Non mais souvent parce que ces dernières années je le fais dans ma famille loin de Paris et du coup je vais pas partir avec les cadeaux donc je les achète sur Ah. place et voilà. Et tu galères un peu ou pas? Non parce que généralement c'est ma sœur qui me dit que mon frère voudrait ça, ma mère qui me dit que ma sœur voudrait ça, etc. C'est un genre de poule renard vipère du cadeau de Noël. Ce qui est très relou pour mon oncle parce que c'est lui qui livre. Guillaume. Non, moi, c'est évidemment plutôt au dernier moment. Mais ça me fait. Je reviens sur ton anecdote et je trouve ça marrant de se dire, tu sais, quand c'est raconté comme ça, il a lu le script, il s'est dit, putain, mais moi aussi, je fais mes cadeaux à la fin. Bon, bah, j'accepte. C'est Alors, exactement ce qui s'est je vais passé. faire le film. Et en plus, il l'a dit comme ça en plus. Tu vois c'est génial de raconter ça comme ça. Ah, bah, je fais tout comme moi, bah, je vais faire le film, super. Et toi, Aurélien, tu galères un petit peu ou pas? Ouais. Ouais. J'ai toujours l'impression qu'il reste plein de temps. Et puis d'un coup, on est le Parce que 23 je connais décembre. des gens qui font les cadeaux le 2 décembre. Ouais, Genre mais- tout est. Ah ouais. Ça, Calé. à mon avis, les gens qui font les cadeaux en avance, c'est Bah, c'est ceux, les meufs, tu veux dire? c'est ceux qui vident leur valise dès qu'ils rentrent. Exactement. Alors que, Ah ouais. alors que moi, elle attend la valise. Tu sais que j'ai encore une valise de mes dernières vacances qui n'est pas défaite, qui doit dater de Sachant- l'été dernier. Sachant qu'on était en confinement, donc c'était il y a très longtemps. Non, c'était l'été dernier. Ah oui. Voilà, donc ça fait 6 mois que
Il n'y a pas de slip à l'intérieur. Ah tu vois, oui, voilà. non, voilà. C'est juste des petits trucs vite fait, comme ça, genre des livres ou des t-shirts ou des trucs comme ça. Tu vois. Catastrophique. Petite info perso. Tu l'enjambes et tout. Elle est sous le bureau. Ah, voilà. Ouais. Ah, je l'adore celle-là. Au début du film, on peut voir le personnage interprété par Arnold Schwarzenegger signer un contrat dans son bureau. Eh bien, si on est attentif, on se rend compte qu'il signe Schwarzenegger. Durant le making-of, il a indiqué qu'il avait fait cela machinalement en oubliant de signer Howard Langston, son nom dans le film. L'habitude de signer des autographes très certainement. Et en fait, en écrivant ça, je me disais que ça se faisait plus vraiment les autographes. C'est devenu complètement désuet. Genre en l'espace de 10 ans seulement. Plus personne ne demande des autographes J'y pensais aujourd'hui. il y a pas longtemps, ouais. Ouais. Ah ouais Mais c'est des selfies maintenant, en fait. Non, Bah, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait quand même les photos. Enfin, il fallait avoir Non, mais un à appareil l'époque- avec soi. À l'époque, surtout, tu pouvais, genre Dorothée, etc., ils envoyaient des photos dédicacées. Ouais, c'est vrai. Ça n'existe plus, ça. Tu Et pouvais non, demander c'est une vrai, tu photo lui demandais, dédicacée. ouais, tu l'as Tu demandé. demandais une photo dédicacée d'une star et t'envoyais sa photo dédicacée. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui demandent j'imagine oui, qui demandent des autographes, mais c'est vraiment un truc à l'ancienne, quoi. Tu vois. C'est chelou, ouais. Ils sont signés Mais dans un carnet. Il y a plus trop d'autographes, mais en revanche, sur les plateaux de tournage, il y a des scripts qui disent attention, il a pas signé, il a écrit Schwarzenegger, quoi. Elle aurait pu dire normalement. Là, c'est pas le bon nom, quoi. On a Elle a utilisé mal fait ça. son taf, tu veux dire C'est vrai que. Je veux pas qu'elle perde son taf, mais franchement, c'est pas pro. Schwarzy, on va la refaire parce que t'as marqué Schwarzenegger en fait. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'étais petit, j'allais au camp des loges pour voir les joueurs du PSG et j'avais des photos des joueurs, etc. Et faire signer les photos des joueurs avec la signature de Rai ou de Ginola ou et tout, c'était un truc de fou, quoi. Non, mais les gens, ils se font signer des trucs sur les tapis rouges. Ça existe encore. Ça, c'est cool. De tendre son truc. C'est Je vrai. l'avais vu avec Van Damme. Exactement, j'allais dire ça. On était à une avant-première de Van Damme au Grand Rex et il y avait un type qui avait ramené, on voyait parce qu'il y a sur l'écran du Grand Rex avant une avant-première, il projette les images qu'on voit sur le tapis rouge à l'extérieur. Et il y avait un type qui avait ramené un jouet sous-scellé de Street Fighter, donc Guile Van Damme, et il avait fait signer ça. Bonne opération. Ouais. On était là, waouh. On était très impressionnés. Très bonne opération. On s'est souvenu de lui plus que du film, je crois. Ouais, c'est d'ailleurs. vrai. À la fin du film, Arnold Schwarzenegger est déguisé en Turboman. Eh bien, l'équipe qui s'occupait du costume s'est basée sur celui de The Flash. Et quand on y pense, c'est vrai que c'est quasi similaire. Ils sont pas trop fait chier en vrai. Ouais, c'est la Ouais. même chose. À la base, le rôle principal aurait dû être interprété par Tim Allen, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et je vois très bien l'ambiance avec Tim Allen, ça aurait fonctionné, je pense, une sorte de Super Noël, tu vois. Ouais. Ça- On en parlait dans le dernier podcast, c'est le type aussi qui est à l'affiche de la série Papa Bricole, Mhm. Tim Allen, Ouais, ouais. qui est accessoirement la voix de Buzz l'éclair dans la version US de Toy Story. Ouais. Dans ce film, il y a une confrontation entre Arnold Schwarzenegger et Jim Belushi qui joue un revendeur de jouets malhonnêtes. Une sorte de clin d'œil pour tous ceux qui ont aimé le film Double Détente dans lequel il partageait l'affiche 8 ans plus tôt, en 1988. Et enfin, Turboman devait s'appeler à la base Turbo Tom. Et je pense que ça aurait gêné personne plus que ça. Turbo Tom. C'est pas la question que tu poses d'habitude. Vous imaginez le film avec le Turbo Man qui s'appelle Turbo Tom ou... Parce qu'ils se sont dit, ouais, vas-y, on va changer, mais en vrai, c'était appelé Turbo Tom. Bon, voilà quoi. Ça aurait été le même film. Ça hein. aurait- on aurait été OK avec ça, quoi. Tu vois. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question. Ah bien, est-ce que c'est le moment où tu veux parler de musique ? C'est maintenant que jamais. Ouais. En gros, la musique d'emballement de quand ils cherchent tous le cadeau, etc. C'est quasiment la même que la musique d'emballement dans Maman j'ai raté l'avion quand ils vont à l'aéroport. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tintin, 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 enfin, ouais. et franchement, je les ai réécoutés côte à côte. Et c'est le même producteur. Et si tu dis que c'est le même compositeur, bah c'est la même musique aussi, quoi. Bah, récemment, j'ai revu le film Ça, je trouve que c'est un peu Mighty pareil. Ducks, Les Petits Champions, avec Emilio Estevez qui coach une équipe de hockey des petits de 10 ans. Et il y a une scène de course-poursuite avec un passant dans la rue, etc. Et ils ont repris cette musique, etc. Tu sais, c'est le genre, ça se voit qu'ils ont copié à 90%, mais ils ont changé 10% de notes pour pas qu'on grille, tu vois. Ouais. Donc, ouais, comme tu dis, ce truc, il a été vachement repris à fond. Alors, Axel, je vais poser la première question. Le dernier film que tu as vu au cinéma ? Je l'ai pas choisi parce que ça s'est arrêté quand ça s'est arrêté. Mais c'est 30 jours maximum de Tarek Boudali. J'ai pas vu. Voilà. Je suis allé avec Flaubert. C'est bien ou pas ? Figure-toi. Écoute, c'est pas ma cam, mais il y a des trucs réussis. Ok. Le dernier film que tu as vu via une plateforme ? Les 7 de Chicago. Ok. Ah, c'est cool alors ça ou pas ? C'est beaucoup plus ma cam. Mais tout le monde dit que c'est bien, ça sur Ouais, Netflix, c'est c'est bien, ça hein Netflix. C'est bien. J'adore Sorkin et j'adore les trucs de procès. Je sais pas, j'aime bien. Et là, Ah ouais, c'est j'adore aussi. Sorkin, les trucs de procès à l'époque des mouvements sociaux aux États-Unis. Et c'est vraiment, ça marche particulièrement. Ça marche plus sur moi que sur le public global. Mais ouais, j'adore. La dernière série que tu as regardée ? Hier soir, j'ai terminé The Undoing avec Ok. Nicole Ah ouais. Kidman et Hugh Grant. Ah, C'est bien, on en ça. a parlé de cette série. Ouais. Et ouais, trop bien. J'ai vraiment adoré. Ouais. Ouais.
Et Hugh C'est Grant, un Hugh Grant méchant, c'est ça hein. ouais, il est charmé. Pour une fois qu'il fait pas un rôle de comédie romantique. Ouais, c'est Et ça. il ressemble de plus en plus à Bill Clinton. Il va faire le biopic, je pense, dans très peu de temps. Quoi. J'ai juste vu la fin de la série, donc je sais ce qui se passe. Ça, Non. je regarde. Ah bon? J'ai vrai juste vu les 10 dernières minutes. Ah non, arrête. aucun sens. Sur le pont, c'est ça hein. Non, t'es sérieux? Non, Ouais, mais dis pas. Le mec, c'est Dis pas, dis catastrophique. Bah oui, c'est Ah ouais, catastrophique, ouais. Non, mais dis pas. Non, mais ça si n'a c'est- aucun sens. Si c'est sur le pont, ça t'avance à rien. Ça avance à rien si je dis c'est Juste sur le pont, ça change n'avance à rien, rien. ça change En rien. revanche, Mais- vraiment. C'est pour les gens qui nous Mais, écoutent. mais j'ai vu Ouais. juste la scène sur le pont, donc j'ai vu les 10 dernières minutes. C'est le seul truc que j'ai vu de cette série. Voilà. Oh bah c'est. Bah, c'est pas la peine de trop. regarder. Mais je ça. la regarderai jamais en fait. C'est ça que. Le dernier livre que tu as lu. Écoute, Creativity Inc., le bouquin qui raconte la manière dont fonctionnent les studios Pixar. Ok. Et c'est hyper intéressant dans tout le processus. Et j'ai prolongé ça avec le réal de Toy Story 3, qui a fait genre un documentaire d'une heure et demie sur tout le processus d'écriture qu'il a fait sur son film. C'est le mec qui avait fait Little Miss Sunshine. Et il arrivait un peu confiant sur genre, j'ai fait Little Miss Sunshine, donc je sais écrire des films. Et en gros, ce qu'ils font Pixar, c'est qu'ils pré-tournent le film avec des petits dessins faits à l'arrache. Donc quand il y a les dialogues, c'est juste un dessin. Mais ils font les voix, ils font les bruitages, ils font le montage. Et ils font une projection du film gribouillé, quoi. Et ils font ça 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à faire la version... Donc en gros, tu vois 6 fois un produit terminé, ce qui fait que leurs films sont carrés de ouf, parce que... ils ont un processus de production qui leur permet de faire ça. Et quand je regarde les Pixar, à chaque fois, je me dis la masse de travail Ouais, que c'est ça vrai. représente. C'est incroyable. C'est ouf. Et d'ailleurs, j'avais lu une info récemment qui disait que sur le Roi Lion, il y avait 800 personnes qui travaillaient sur le film. Et sur Toy Story, le premier, il y avait juste 110 personnes. Alors que je pensais qu'il y aurait vraiment masse de personnes sur un film. T'es sûr de cette info? Je suis très sûr de cette info parce que figure-toi que je suis en train d'écrire le prochain Vidéo Store qui sera un Vidéo Store Toy Story. Et voilà. Et bah oui, et qu'on tourne demain. Ah oui, on le tourne demain. Bah oui, c'est vrai. C'est ça. vrai. Bah, tu vois. Eh ben alors. À quelle heure du coup? C'est 9h demain, Ah, rendez-vous. très bien, merci. Ah non, c'est pas 9h, on doit être 9h là-bas. C'est ça. Faudra qu'on se leur dise en off. Ouais, on se sentira. La dernière chanson que tu as écoutée. Écoute, c'était une chanson d'Angèle, J'entends. Je n'entendrai plus le silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça, c'est pour toujours. Voilà. Mais plus globalement, en ce moment, je réécoute par album, par ordre chronologique, tous les albums des Beatles. Ok. Et je suis content. Je me suis jamais vraiment assez penché sérieusement sur les Beatles. J'ai souvent eu des discussions avec des gens qui me disaient au niveau des compositions, c'est le groupe le plus riche qui a existé, etc. Mais je me suis jamais vraiment penché à fond. Toi, Guillaume, tu t'es déjà penché sur les Beatles ou pas? Non, pas tellement. Ouais, pas tellement. Pas vraiment. Plus sur les Beach Boys en réalité. Ok. Ah, les bitches. Ouais. Mais je voulais comprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait 9 ans de carrière ou un truc comme ça. Et ils ont révolutionné La pop. Songwriting. Je sais pas, mais j'écoutais une vieille interview de Gainsbourg qui était interviewé, et c'était vraiment au tout début, et il dit il se passe quelque chose de l'autre côté de la Manche qu'on ne peut pas passer de côté. Enfin, on est obligé de prendre en compte le phénomène mondial et historique qui est en train de se passer. Et donc, pour que Gainsbourg parle de ce truc-là au même moment où ils avaient conscience au moment où ça se passait que c'était exceptionnel, donc je voulais comprendre quoi. Donc c'est hyper intéressant d'écouter comme ça maintenant. Cool. La dernière BD que tu as lue. Alors c'est pas une BD, c'est plus un manga, mais c'est les Tortues Genre les Ninja. Ninja. Non, c'est Oli et l'Alien de Flaubert qu'il m'a gentiment offert. Ah oui. Le dernier objet culturel que tu as acheté. Les jeux vidéo, ça compte? Bien sûr. Eh ben, NBA 2K21. Ouais, tu t'es régalé sur ce jeu? Écoute, j'ai fait ma carrière. Là, je suis au New York Knicks. Je fais quelques minutes par match. Je suis à 10 points par match. C'est pas ouf. pour l'instant. Joueur prometteur ou pas ouf? J'essaye d'être rookie de l'année, mais c'est pour l'instant mal embarqué. Ouais, C'est que là, si quelqu'un prend le podcast à la fin, comme t'as fait avec la série, il comprend pas. Non, le problème, c'est que j'ai tout compris, quoi. J'ai eu la fin frontalement, quoi. Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta. C'est une humoriste qui est sur France Inter et chez Click aussi, qui s'appelle Morgane Cadignan, Oui. et qui est ouf, je trouve. Du coup, j'ai découvert après coup, du coup, j'ai écouté tout d'un coup. Et C'est celle qui fait la rubrique Je ne vous aime pas chez Nagui. Ouais. Très bien. Ah oui, Elle est forte, hein. j'ai vu ça, ouais, une fois. Ouais. Nagui qui est avec nous dans le studio d'ailleurs. Ah ouais, les gars, alors. Ouais, voilà, c'est l'imitateur Ok, en de fait, ça Nagui. me parlait pas, mais je crois que j'ai vu une vidéo où elle faisait ça avec Jonathan Cohen, je crois. Est-ce que Ouais. t'as vu la fin Deux. de la vidéo? Mais comment, Ah, Non, mais c'est vrai. J'ai mis beaucoup. c'est- j'ai mis mais du comment temps à t'as pu tilter. tomber sur la fin? Parce que ma petite amie regarde la série. Ah, Voilà. Donc en fait, je suis tombé sur la fin et j'ai.
voilà, j'ai eu tout le moment du pont, le fameux moment du pont. En tout cas, c'est une fin folle parce qu'ils sont très déçus que tu l'aies vu. Hein. Non, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la fin du pont. Ça annule la possibilité de regarder la série, quoi. Ouais. Ah oui, à fond. Mais la série, elle se termine là, du coup. Oui, c'est une mini-série, c'est un film en fait. Ah. Et voilà. Combien C'est un d'épisodes film en 6 épisodes. 6 épisodes, 52 bien. minutes. Je dois te me laisser tenter. Très bon acting. Beaucoup de poker face. Ce podcast est désormais terminé. Axel, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ? Qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2021 ? Tu peux nous dire quelques petits trucs ou pas ? Déjà, vous dites pas vos trucs que vous avez regardés et tout ? Non, c'est que toi. Non, c'est Ah, que toi. On regarde rien. Ah, j'étais content de découvrir vos trouvailles et tout. Eh ben regarde, tu sais ce qu'on va faire ? Allez. Vu que c'est la dernière de l'année, on va Allez. le faire et je vais le faire avec Guillaume et Aurélien. On va faire un petit tour de table rapide. Allez, On va le faire. Guillaume, le dernier film que tu as vu au cinéma ? Ouais, au cinéma, eh bien, je crois que c'était L'Infirmière. L'infirmière. Ouais, c'est un film asiatique, mais alors je ne saurais plus dire d'où. Très bien, j'ai kiffé, c'était un beau Très film. bien. Aurélien. Et moi, c'était King of Staten Island. Ah, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Bah, le cinéma, mec. Alors moi, je sais plus si c'est Tenet ou justement King of Staten Island. Un des deux, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, ça remonte vraiment. Le dernier film que vous avez regardé via une plateforme, Guillaume. Le dernier film que j'ai regardé via une plateforme, je crois que c'était Adieu Poulet. Avec Dino Ventura et Patrick Devers et Pierre Tornade. Eh ouais, les gars. Je l'adore, Pierre Tornade. Moi aussi, je l'adore. Il joue dans la 7ème compagnie. Il a... Très- Mais d'ailleurs, c'est pas la voix d'Obélix, Pierre Tornade ? Probablement, en tout Au cas, il a la début, gueule. ouais. donc, Il me semble que il c'est a la même voix gueule. de Je joue dans Obélix. Nestor Burma aussi. Aurélien. Moi, c'était. Certains l'aiment chaud, j'ai regardé là. Ah ouais. Ah oui, oui. j'ai vu la story, oui. Ouais. Effectivement. Et moi, c'était hier soir, c'était un film qui s'appelle Graines de Star avec Michael J. Fox. Je t'en parlais en Oui. story, Guillaume. Alors Bah, c'était pas mal, on passe un moment, c'est sur Disney+. Et c'est, j'en parlais en plus tout à l'heure à Axel en off, c'est Michael J. Fox qui était un enfant star quand il était petit et qui est devenu agent d'enfant star. Et voilà, c'est un film On qui passe un l'adore. bon Franchement, on moment. l'adore. Oui, on Même l'adore. rien que de le Michael voir, J. je suis Fox. content, moi. On l'adore. La dernière série que tu as regardée. Je vous que j'ai rattrapé tout Euphoria. Et alors, t'as aimé ? Et ben, j'ai trouvé ça remarquable, vraiment. Ouais. Franchement, j'y allais un peu à reculons. Je me suis dit, ouais, tu sais, tout ce truc où il y a la hype, etc., t'es un peu bof. Et en fait, c'est fou, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien réalisé, ça joue trop bien. C'est vraiment une série. En fait, je pensais que c'était un truc un peu teen, et en fait, pas du tout. C'est hyper. C'est malsain et tout, c'est bizarre. Franchement, c'est hyper bien. Aurélien. Mandalorian en ce moment là. Je regarde les nouveaux J'ai envie de me épisodes. lancer sur Mandalorian quand même. Franchement, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, J'ai vu qu'il y avait je suis Burr qui jamais était là déçu dans et le. tout. C'est sur Ouais, il y Disney+, a Boba ça. Fett et tout. Disney+, non Ouais, Disney+. Ouais, ouais. Ouais. Un épisode tous les vendredis, on y va. hein. Moi, la dernière série que j'ai regardée, c'est. The Undoing. Comment C'est bon, Scène la du fin. pont. Non, la dernière série que j'ai regardée, et que je regarde actuellement, c'est How I Met Your Mother, parce que tout le monde me dit depuis des années, il faut que tu regardes How I Met Your Mother, c'est une des meilleures séries, etc. C'est vraiment le concurrent de Friends et tout machin. J'étais un peu en mode bref. Et alors Et bof. non, mais en fait, les 10 premiers épisodes, j'ai failli lâcher, parce que j'accrochais vraiment pas. Ah ouais. Et finalement, je commence à m'attacher maintenant. Parce qu'il y a un peu des enjeux au bout du 10e épisode, avec les histoires de cœur, etc. Machin. Mais là, t'es C'est- à la saison 1 seulement Saison 1, je crois, j'en suis à l'épisode, je sais pas, 12, Ouais, 13, voilà, 14, c'est tant que ça comme se ça, lance. Ouais. Et finalement, j'aime bien. Vous connaissez cette série un peu ou... Trop d'épisodes. Moi, Non. je l'ai- Axel je l'ai recommencé pendant le confinement, Ah ouais. le premier confinement. Et franchement, la saison 1, c'est calibré de ouf, c'est trop bien. Saison 2, c'est cool. Saison 3, c'est un peu moins cool. Parce qu'il paraît, les Et dernières après, sont moins pas payantes. Ça dégringole complètement. Ah ouais J'ai pas réussi à aller au bout. Je n'ai toujours pas vu Ah ouais. la Mother en question, quoi. Ah, tu sais pas donc du coup. Ben ouais. Mais qu'est-ce- Me dis rien parce que ça m'a déjà niqué Undoing, donc j'ai pas envie de savoir la fin. La dernière chanson que t'as écoutée, Guillaume. Eh bien, je viens de vérifier sur mon Spotify, c'était Earthquake de Tennessee. Ah, C'est sur ma Tennessee, playlist. incroyable. J'écoutais parce que je suis venu en voiture, je vous raconte tout, et c'était ma playlist 2020, des trucs que j'ai le plus écté, et il y avait ça. Très Pas bien. mal. Aurélien. Moi, aujourd'hui, j'ai écouté un vieil album de rap qui est sorti en 95, il y a 25 ans, de Grande Pouba. Le morceau, c'était I Like It. Who is it? Well, it's Grand Pooba, honey. With my man Stud Doogie Love. Dropping 2000. Dig the way this go down. Voilà, Ok. j'adore. T'as pris du plaisir. Exactement, ouais. Je sais pas, il y a un morceau là, c'est pas I Like It, c'est celui d'après. Je l'ai écouté en boucle aujourd'hui, 8 fois. Voilà. Ah ouais, t'es genre Ah ouais. à écouter des morceaux comme ça en boucle? Non, mais quand il y a un truc, je sais pas, je m'en rappelais plus bien, et puis il avait pas eu cet impact-là, tu vois. Je Pas le mal. redécouvrais là, et je me suis dit, mais en fait, j'adore ce morceau. Moi, je viens de sortir mon Voilà. Spotify en direct. La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est Sister Shatters de Fog Lake.
Le dernier livre que t'as lu, Guillaume? Qui me vient en tête, qu'est-ce que j'ai lu en dernier? J'ai lu Carou, un livre de, je saurais plus te dire Le joueur de l'auteur. foot de Lyon, là, Non, l'origine pas du tout, c'est écrit K-A-R-O-O. Ah ouais, Steve. Et c'est un livre Stetich. dans les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Ouais, Steve Stevich. Steve, quelque Stitch. chose. Mais qui est hyper bien, j'ai adoré. Aurélien. Moi, j'ai lu la biographie de Manuquet, de la Mafia qu'un Free. Les liens sacrés, ça s'appelle. Cool. Très bien. Moi, j'ai lu une biographie écrite par un type sur Martin Scorsese. Voilà. Bien. Et c'est un vieux livre que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Donc, livre qui datait de 94, je crois. Donc, il y a plein de films qui manquent. Mais du coup, c'était assez cool à lire. La dernière BD que tu as lue, Guillaume? C'était la série j'ai perdu, comment ça s'appelle? Dédale, Toxique et. Comment ça s'appelle? Charles Burns. Ah ouais. Voilà. Je t'ai pas aidé, hein, t'as vu? Ouais, tu m'as pas aidé. Je lui ai monté Mama comme ça et il était là. Je cherchais mon truc aussi, c'est pour Voilà. ça. Aurélien. Moi, c'est une BD de Chloé Wary qui s'appelle Beethoven sur scène. D'ailleurs, ça parle d'un orchestre qui jouait à la scène musicale, donc juste à côté d'ici. Ok, cool. Qui jouait du Beethoven. Très bien. Moi, c'est une BD de Harvey Pekar qui s'appelle Cleveland et qui est une BD que j'ai adorée. Le dernier objet culturel que tu as acheté, Guillaume? Est-ce que ce serait pas la polaire A24 que tu portes aujourd'hui? Ah oui, non, mais si, j'ai eu une petite culturel, commande ça. chez A24. Et du coup, j'ai commandé la polaire, parce que je voulais une nouvelle polaire, et je la trouvais jolie. J'ai commandé un t-shirt, et j'ai commandé le journal Uncut James. Ils ont fait un journal, donc ça doit être ça. Ah, c'est stylé. Ouais, vraiment cool. Je l'ai pas encore ouvert, mais voilà. Moi, j'ai acheté des vieux vinyles sur Discogs, notamment l'album de Groupe Home. Voilà, j'avais pas la pochette. Cool. Alors moi finalement, figure-toi que le dernier objet culturel que j'ai acheté, c'est un vinyle sur Discog également. Ah, voilà. Et j'ai reçu un mail ce matin qui me disait que finalement la vente était annulée parce que il l'avait plus. Il pensait qu'il l'avait, mais finalement il l'avait plus. Donc j'étais déçu. Et du coup, l'avant-dernier objet que j'ai acheté, c'est un poster d'époque Retour à le futur 2. Ah oui. Donc, vous savez, verticaux, là, les posters verticaux qui tournent sur les kiosques. Ouais, sur les kiosques. Stylé. Et Il est si grand que ça? il est grand. Et mon point relais me dit qu'ils l'ont perdu. Donc voilà, les deux derniers objets culturels que j'ai achetés, c'est un flop total. T'as un point relais qui Aïe. dit je l'ai perdu, genre. Ouais, voilà. Et en plus, C'est génial. j'appelle Chronopost, ils me disent ouais, on sait pas où il est, donc ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue, voilà. Damn. Je peux pas en parler ici, mais ça me rend dingue. J'en parle beaucoup avec Guillaume en DM, donc voilà, ça me rend dingue. Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que t'as scrollé sur Insta, Guillaume? Faut vérifier, mais je vais vous dire ça tout de suite. Attends, bouge pas. Alors, il faut que je tape dans mes recherches, quoi, du coup, c'est ça? Ah, Quelqu'un que j'ai recherché. Non, le dernier truc que j'ai regardé, c'était VHS Toys. C'est un gars qui a une salle, qui a une petite pièce chez lui avec plein de. Parce que j'aimerais bien refaire ma pièce. La pièce chez moi, ou pour mettre tout mon bazar, etc. Et je voudrais Pas m'inspirer mal. un peu de ses lumières et de ses trucs. Je regardais un peu ce qu'il y avait. Je trouvais ça pas mal. cool. Toi, Aurélien? Moi, je cherchais le nom exact, mais c'est mes fameuses affiches ghanéennes, là. Ah oui. Ces peintures où les affiches, il y a toujours des éléments qui sont pas dans le film. Ouais. Genre un flic à la maternelle, d'un coup il y a Alien dessus, ou il y a Ouais. des mitraillettes dans Maman j'ai raté l'avion. Et il y a toujours ce truc, et à chaque fois il y a la pub pour la location de VHS, soi-disant quelque part dans le Ghana. Et j'adore Vraiment cool. ce profil, voilà, c'est Instagram. Et moi, le dernier compte que j'ai scrollé, je crois que c'était hier. Et c'était en direct avec toi, Guillaume, on s'en parlait. Et c'est le compte de l'artiste J.A. Margaret, qui est une artiste que j'adore. Magnifique. Et voilà, je scrollais son compte parce que j'adore voir ses photos. Elle a posté un petit classement de ses meilleurs sons de 2020 sur son compte Insta. Voilà, il y a quelques albums que moi aussi j'ai Et elle a dans ma sorti collection. un 2020. album d'ambiante cette année. Exactement, qui est un bien. super album. Mia Je Margaret. l'ai retrouvé, c'est Deadly Prey Gallery. Et là, je vois qu'il y a une affiche de Emmanuel quand même, sur lequel il y a Sylvester Stallone avec un Avec un cobra. cobra. Voilà. Ok, Ça n'a pourquoi pas. aucun sens. C'est juste, voilà, ça Cool. n'a pas de sens. Pourquoi pas. Voilà, c'était le dernier épisode de l'année et en attendant 2021. Ah bah non, mais du coup, tu ne nous as pas répondu, Axel, pour 2021, pour l'actu, pour les petits j'avoue, projets, tout ça. ça. Actu, rien, mais de ce que je fais, j'écris un film et 2 séries. Ok. Voilà. Donc t'es en plein rien, dedans. c'est pas rien. Ouais. hein. Oui, c'est pas rien. non. Ah, mais c'est- ça ne sera pas tout de suite en termes d'actu. Ah oui. Très bien.
C'était le dernier épisode de l'année et en attendant 2021, si vous ne savez pas quoi regarder comme film, je vous conseille le Cinématcher de Wheel of Cinema qui est un merveilleux outil pour trouver des idées de films. Quant à nous, on se retrouve très vite et je profite de cette dernière de l'année pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Tous vos retours sur Twitter et Insta font toujours hyper plaisir. Voilà, il est temps de clore ce podcast. Merci à Ninon et Vincent qui nous ont aidés à enregistrer ce dernier épisode de l'année. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2021. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.